Notre rendez-vous du jeudi soir 19h30, c'est Radio Info Sport avec Stéphane Allinger, Daniel Saint-Hilaire et Pierre Trudel. On vous parlera de sport local, national, international, vu autrement. Pas seulement ce qui se passe devant le filet, mais aussi ce qui se passe derrière le filet. Entrevue de fond et entrevue d'expérience. Ne manquez pas ça, jeudi 19h30 sur Radio Infocité. Là, tu check ton son des corps en haut. Bonsoir tout le monde, nous sommes le jeudi 21 septembre. Bienvenue à l'émission Radio Infosport sur radioinfocité.com. Donc aujourd'hui, une belle émission. Je suis avec Stéphane Allinger, le co-animateur de l'émission, le président de la Fondation Équipe Québec. Cette émission est une gracieuseté de la Fondation Équipe Québec. Donc aujourd'hui, ce soir, une belle émission. On va parler de boxe, un peu de hockey et on va parler d'une manifestation festive qui va avoir lieu le 14 octobre devant le Centre Bell. Donc Stéphane, ça va bien? Oui, salut Daniel. On est parti en Lyon, donc là j'ai un petit écho dans mon micro, donc on va partir ça demain. Ouais, okay. Là, il y a moins de excellent. temps, oui, là ça roule, Daniel. J'ai pas mal de contacts avec bien des gens, puis on va ratisser large le 14 octobre. Ça s'annonce assez bien, je pense. Exactement. Et puis, ce qui est le fun, c'est que de plus en plus, ben là, écoute, le hockey commence. Ils sont rendus déjà à la 3e partie pré-saison. Donc, combien de victoires là, à date, Stéphane? Je pense que c'est 0. 0 victoire. As-tu entendu parler de la chicane qu'il y a eu avec les Knights de Vegas? Non, j'ai pas. Il y a eu une chicane au niveau des relationnistes des deux clubs, là, puis Canadiens versus les Knights. Et puis là, les fans sont embarqués, puis écoute, c'est hilarant. Il y a déjà beaucoup de fans à Las Vegas, là. Puis ils défendent leur équipe. Puis eux, ils ont déjà 2 victoires, je pense, en 2. Donc, ils taquinent les fans du Canadien. Puis OK. c'est spécial. Mais c'est juste pour rire, là, si on veut. Là. Allez, oui, mais il paraît que ça joue rough là, sur les réseaux sociaux. Puis pourtant, c'est les relationnistes des deux clubs qui ont commencé ça. Et puis, c'est bien ou c'est pas bien, mais disons qu'on en parle. Tu sais. Qu'on parle en bien ou en mal de toi pourvu qu'on en parle. Donc, les Knights, ils ont été chercher une belle visibilité avec cet incident-là. Ils ont taquiné les relationnistes des Canadiens, ouais, puis les fans ça a sont parti. embarqués. OK. Puis, en tout cas, c'était... Ben, je vais te dire, ils n'ont pas une mauvaise équipe, hein, les Knights. Vraiment, là. Ben, ils ont un bon gardien de but. Oui, c'est ça. Fleury. Oui, exact. Puis, je vais te dire, pour une équipe d'expansion, moi, j'aimerais ça avoir une équipe de même. Oui, ben, je pense que ça va être une équipe assez spectaculaire. Ouais. Là-bas. Donc, on attend comme premier invité entre 19h30 et 20h. Écoute, Michel Cuccioletta. Donc, c'est un gouverneur du club Médaille d'Or, un club qui honore des athlètes olympiques, amateurs et olympiques à tous les mois. Donc, il va nous parler de son implication dans le sport. Moi, ça fait assez longtemps que je le connais. Il m'a déjà aidé à l'époque. Alors que j'entraînais Bruni-Surin, on va parler de certaines anecdotes. On va même parler de René Lévesque, hein, parce que Michel Cuccioletta a déjà fait affaire avec René Lévesque dans le bon vieux temps. Puis il va nous parler de ça. Plus, il y a aussi, s'est occupé de Jennifer Carroll, qui était notre nageuse québécoise qui avait eu un incident lors de, je crois, c'était les Universiades. Elle avait osé monter sur le podium des championnats du monde universitaire avec un petit drapeau du Québec, puis ça avait fait scandale au village. Elle avait été sacrée dehors manu militari et perdu beaucoup de droits au niveau des brevets canadiens de Sport Canada. Donc, écoute, ça va être intéressant à parler avec Michel de tous ces instants-là. Daniel, je voulais pendant qu'on attend Michel Cuccioletta, je vais te parler d'une nouvelle que j'ai vue, là, qui est sortie il y a quelques heures sur le site... t'as un petit peu ici, là, Sporting News. Je ne sais pas si tu connais ça. C'est un site internet de sport là, qui est assez crédible. Ben, en fait, ça peut pas être une rumeur. Là, en fait, c'est que il y a eu 2 morts dans les dernières heures au niveau du football collégial. Okay. NCAA aux États-Unis. Dans les entraînements? Ou en fait, c'est... gars, je vais te lire ça. C'est qu'il y a 2 joueurs collégiaux qui sont morts suite à des accidents reliés au football.
OK, donc c'est pas nécessairement cette année ou suite à un entraînement la semaine passée, par exemple, là, mais c'est peut-être des joueurs d'il y a 5 ans, 2 ans, 3 ans, là. Mais ça a été confirmé. Qui ont eu des complications physiques. Oui, exactement. Ça a été confirmé là, qu'il y a quelques heures que ces 2 joueurs-là sont décédés au dernier week-end suite à des accidents de football dans le passé. Donc, ça vient rajouter une liste, Daniel, une sombre liste qui a de 5. Il y a eu 5 morts depuis 2002 au collège, au football collégial NCAA. Là. J'hésite là parce que je traduis en même temps là, l'article en anglais. Du film avec Will Smith qui est sorti il y a environ 2 ans, qui parlait justement en anglais, le titre c'était Concussion, puis en français je pense que c'était Commotion, puis c'est un très bon livre relié sur les coups à la tête. Un film d'Hollywood. Là. Ouais. Puis malheureusement, mais il n'avait pas gagné d'Oscar à Hollywood, parce que je pense que les Américains ne voulaient pas trop parler de ça, justement. Puis moi, je me souviens des années 60, les jeunes athlètes au Texas, en Californie, ils prenaient des pilules de sel pendant les pratiques pour empêcher la sudation. Donc, la sudation est importante pour rafraîchir le corps, la température corporelle. Ben oui. Et ils ont découvert que c'était pas bon. Il y a beaucoup de jeunes qui perdaient la vie lors de pratiques, surtout des pratiques. Des insolations. Des coups de chaleur. Des coups de chaleur, oui. Donc, M. Cuccioletta, est-ce que vous êtes là? Je suis là, mes amis. Bon, enfin, le grand Michel Cuccioletta, on a réussi à mettre la main sur quelqu'un qui a fait ses preuves au Québec, qui a aidé beaucoup d'athlètes amateurs. Et puis, donc, merci d'être présent ce soir, Michel. Donc, ça fait longtemps qu'on voulait t'avoir comme prise, donc on t'a eu. Je te remercie. Ça fait au plaisir de t'aider, Daniel. C'est bien. Donc, écoute, Michel, moi, j'ai parlé de toi un petit peu. J'ai dit que tu étais un gouverneur du club Médaille d'Or, donc à date, c'est bon? Ben oui, c'est parfait. Donc, tu as été impliqué au club Médaille d'Or depuis combien d'années? Ben écoute, moi, j'ai été comme introduit au club de Médaille d'Or comme un membre ordinaire par Richard de Carifel, qui était à ce moment-là président de la coopérative des policiers de Montréal et qui était un gouverneur, donc un ex-président. Donc, et Bernard Tressier, de Bernard Tressier Sport. Oui, M. de Carufel, il est connu en ce moment au Québec comme arbitre de boxe, hein, je pense, juge de boxe. Exact. Il fait partie des juges qui... il a même jugé des combats de boxe très importants, là, des championnats du monde. Ah, ben oui. C'est une sommité un peu dans l'arbitrage, qu'on pourrait dire, là, ou le pointage des boxeurs. Ah, OK. Ah, mais c'est bien. Et je sais que quand tu étais jeune, tu étais un organisateur né. Peux-tu nous parler de ton passé? Quand je dis ça, pour les auditeurs, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais jeune? Ben, écoute, Daniel, moi, j'ai commencé très, très jeune à être un petit peu, comme on dit, en anglais, on dirait un one-man show. J'avais commencé dans ma jeunesse, à l'âge de 12-14 ans, je demeurais à Ottawa à ce moment-là. Puis j'organisais des voyages en autobus pour venir à Montréal, voir les Royaux de Montréal au Stade de Lormier et voir les parties du hockey au Forum de Montréal, le Canadien. Et puis, je faisais ça durant mon temps entre les études. Et puis, finalement, ben, je suis venu à Montréal. Le déménagement a fait qu'on s'est rendu à Montréal. Et puis, tout bonnement, comme ça, j'ai monté tranquillement dans les échelons de la vie, comme on pourrait dire. J'ai été policier pendant 15 ans. OK. À Montréal, ça? Et puis, j'ai commencé à organiser à ce moment-là, avec les policiers, des voyages où on allait jouer contre d'autres corps policiers. On est même joué contre New York au 54 Precinct, qui était le poste 54 à New York, qui est en plein centre-ville. Tu jouais au baseball, quoi, ou au hockey, baseball? On jouait au broom ball, au ballon-balai. On était trop vieux pour mettre les patins. Ah, ben c'est cool, ça, c'est le fun, ça. Bon, autrement dit, Michel Cuccioletta, c'est un organisateur. Moi, je l'ai déjà vu à l'œuvre. Je me souviens une fois, à un dîner, à Médaille d'Or, un genre de gala, tu avais des billets à vendre pour les Canadiens juniors avec M. Savard. Je sais pas si c'est le fils à Serge ou Serge, mais je me souviens, tu avais fait le tour des tables puis tu avais vendu tous les billets. Ça m'avait surpris. Ça m'avait surpris. Je dis, wow, lui, c'est un... Il a l'affaire, tu sais, c'est un gars qui a de l'entre-gens, puis il a l'intelligence de la rue, là, puis
comme disait Feu à Pierre Pellado, là. Et écoute, t'étais un... Tu me plates, là. Non, mais t'étais tout un vendeur, là, je te le dis, je t'ai vu aller, là, lors d'un gala. Et puis, t'as aidé beaucoup d'athlètes dans le sport. Je me souviens aussi avec des anecdotes du passé. Jennifer Carroll, est-ce que tu peux nous parler de Jennifer Carroll, puis dire qui est Jennifer Carroll? OK. Jennifer Carroll, c'était une jeune fille très prometteuse, qui était excellente en nage. Elle était le nage sur le dos, là, tu sais, moi, je suis pas un athlète là, comme tel, mais nage sur le dos. Okay. Et c'était un espoir olympique, hein. Elle était rendue là, la meilleure au Canada. Ouais. Et puis, dans les Jeux universitaires du Canada, à un moment donné, ce qui précède un peu la sélection olympique, elle avait gagné, elle avait battu tout le monde, mais c'était un talent exceptionnel. Et puis, elle était montée sur l'estrade, et puis elle avait amené avec elle le drapeau du Québec. Et puis, ça a fait toute une tollée, parce que dans ce temps-là, toi, tu te souviens très bien, Daniel, il y avait toujours un petit côté négatif envers le Québec, surtout des autorités olympiennes du Canada dans ce temps-là, qui regardaient d'une façon hautaine ce qui se passait au Québec. Et puis, il n'y avait pas digéré ça, mais pas du tout. Il l'avait suspendu. Ben oui, elle s'est retrouvée sans bourse, et elle avait perdu son carding, comme vous dites. Son brevet de Sport Canada. Alors, donc, quand tu perds ton carding, ben, tu te ramasses sans le sou. Et puis, son entraîneur, qui était un Français de France, m'avait approché. Puis il m'avait dit ce qui s'était passé. Et bien, j'ai dit, ben là, tu vas venir au dîner de la médaille d'or, et puis on va voir ce qu'on peut faire. Fait qu'elle était assise à ma table avec son entraîneur. Et puis, le dîner s'est déroulé comme d'habitude. Et puis, après toutes les présentations, puis les bourses qui ont été données à d'autres, etc., je me suis levé, puis je suis allé en avant, puis j'ai parlé à tout le monde en disant que l'histoire de Jennifer Carroll. Et puis, j'ai dit, là, pour l'aider, moi, j'étais dans le voyage. J'ai dit, pour l'aider, là, j'ai dit, ce que on va faire, là, on va faire tirer un week-end pour 2 personnes à Las Vegas. Et puis, on fait un encan. Et puis, l'argent que vous allez me donner, ça s'en va directement à Jennifer, qui en a tellement besoin pour continuer son entraînement. Et puis, celui qui avait gagné, ou celui qui avait gagé le plus, là, je ne vous dirai pas le montant, parce que c'était quand même bon, c'était le président de la Cage au Sport. OK. Ça marche. Que vous connaissez tous. On voit souvent la télé dans les annonces, là. Oui. C'est lui, là. C'est des beaux souvenirs. Et puis, Jennifer a réintégré comment est-ce qu'on pourrait dire, l'équipe olympique, mais pas l'équipe olympique, l'équipe qui... Elle avait repris son carding, finalement. Mais avec de la chicane un peu, là, moi je me souviens de quelques... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Discussions assez raides avec certains dirigeants de Olympique Canada dans ce temps-là. Et puis, monsieur, je me souviens de l'entraîneur, là, je pense, c'est Monsieur Johnson. Hein, il était 2 frères. Ça, c'est celui d'Ottawa, là. Ça, c'est celui... Non, mais l'entraîneur, je parle du fédéral, là. C'était des frères Johnson, anciennement de Pointe-Claire. Il n'y avait pas digéré la patente pantoute, là. Ah, non, pour lui, c'était un lèse-majesté. Toi, tu le sais, il y a toujours eu, surtout dans ces années-là, aujourd'hui, ça a changé pas mal quand même, là, mais dans ces années-là, je peux dire qu'il y avait de la discrimination envers les athlètes québécois. Puis, je l'ai vécu. J'en ai vu, puis toi aussi, Daniel, tu es au courant de bien d'autres affaires qui s'est passées dans les coulisses du monde olympique canadien. Mais c'est, comme on dit, c'est du passé. On tourne la page, on continue. L'important, c'est qu'on ait amené ces jeunes-là à se réaliser eux-mêmes et puis de se rendre au maximum de leur capacité. As-tu des souvenirs qui te reviennent à l'esprit d'athlètes, des belles histoires, des belles anecdotes, des athlètes que tu as aidés, puis que c'est grâce à ton implication que ces athlètes-là ont pu quand même réussir à atteindre leur objectif? Oui, il y en a eu plusieurs, mais qui me viennent à l'esprit comme ça, là, rapidement. Je peux te dire, un de tes protégés qui était à la course de 100 mètres, un petit gars de La Salle, de Ville-la-Salle, qui lui aussi, je me rappelle toujours la fois qu'il m'avait dit... il dit, vous savez, M. Cucciolata, il dit, quand j'ai couru pour les essais olympiques, où c'était les Panaméricains, je me rappelle plus, et puis je courais, je suis le premier en avant, mais je courais. D'un coup, tout ce que j'ai vu, c'est les fesses d'un Noir qui a passé à côté de moi, puis c'était notre ami de la Jamaïque, qui vient de prendre sa retraite. Oui, exactement. Ça se passait, je crois, c'était
Dans les Caraïbes, un championnat panaméricain junior. Exactement. Puis, le nom de l'athlète québécois, c'est Hank Palmer. Hank Aaron. Pas Hank Aaron, Ouais, mais Hank Palmer. Et il s'était classé en finale, puis je pense qu'il s'était classé comme 5e. Puis quand il est revenu du voyage, moi avec, il m'a dit, Dan, il y a un gars, là, il a comme 2 ans plus jeune que moi. Là, je pense qu'un avait 17, l'autre avait 15. Il dit, Dan, c'est un 200 mètres. Quand je suis arrivé à 100 mètres, là, il m'a dépassé là, comme si je marchais. Pourtant, Hank, à 17 ans, il était champion mondial des écoles secondaires, 100 mètres, 200 mètres. Mais là, il revenait d'un genre de championnat avec contre Usain Bolt, puis il me dit, lui, il retient son nom. Puis dès l'âge qu'il avait 15-16 ans, j'ai retenu le nom de Usain Bolt. Puis toi aussi, Michel, tu te souviens de son nom. Puis écoute, c'est devenu une légende, hein, le plus grand coureur de tous les temps, le plus médaillé aux Jeux olympiques, et ainsi de suite. Hein. Beaucoup de records mondiaux. Moi, ce que j'aime de ces jeunes-là, là, autant Ursin que Hank, il était propre. Oui, ben c'est exactement. On se comprend, hein? Oui, ben t'es propre, c'est ça. Il y en a parce tellement dans ce domaine-là qui sont pas propres, mais eux autres qui sont propres. Ben écoute, j'ai une histoire semblable à ça. C'est Nicolas Macrozonaris, lorsqu'il fait Nicolas, 10,03 100 mètres le 3 mai 2003. Ouais. L'année après, c'est les Jeux olympiques à Athènes, en Grèce. Nicolas parle français, anglais et grec. Père grec, mère québécoise. Écoute, en 2003, fin de l'année, 2004, début de l'année, je sais plus quel mois, là, la Grèce le fait venir en Grèce. Le club, un gros club là-bas, Olympiakos, je pense que ça s'appelle. Puis ils le font venir, puis ils offrent un contrat, là, un contrat fantastique. Payant. Payant. Mais il y avait une clause dans le contrat. C'était support médical, genre mensuel. Puis lui a voulu a demandé qui ça voulait dire. Il disait, écoute, tu verras dans le temps. Finalement, il est revenu au Québec, il avait été là avec son père, il n'a pas pris l'offre. Puis en 2004, juste avant que les Jeux commencent, les 2 meilleurs athlètes grecs, Tanou au 100 mètres, une fille, et Kenteris au 200 mètres, champion du monde. La veille des Jeux olympiques, il y a les testeurs de l'Agence mondiale antidoping qui courent après. Les deux font croire qu'ils ont eu un accident en motocyclette. Imagine-toi. Les deux vedettes de la Grèce, ils font croire qu'il y a un accident. Les deux sur le même bike, la même moto, là. Puis finalement, ils sont rendus à l'hôpital, puis il y a eu des docteurs, il y a eu des infirmières impliquées dans cette histoire-là. Écoute, ils ont tous perdu leur travail parce que c'était un coup monté pour protéger les 2 athlètes grecs. Puis souvent, avec Nicolas, quand je le vois, quand on parle de cette histoire-là, je dis en blague tout le temps, je dis, Nicolas, tu aurais été sur le bike si tu aurais accepté là, vous auriez été 3 sur la motocyclette à l'hôpital. Il dit, oui, c'est vrai. Il dit, on aurait été 3 sur la moto. Tu sais, Daniel, il y a un côté que le monde ne sait pas, là, mais que toi tu sais. Il reste quand même que au niveau de l'athlétisme canadien, nos athlètes, en tout cas, à moins que je sois vraiment le boucher des 2 bouts, là, c'est du monde propre. On a eu un exemple une fois d'un gars qui s'est dopé pour gagner. En 88. Tous ceux qui étaient dans le 100 mètres, cette journée-là, ils étaient tous dopés. Oui, en 88 à Séoul. Qui a gagné. Hein, c'était Ben Johnson contre Carl Lewis, puis Linford Christie, puis toute la gang. Là, puis, mais tu sais, comme moi, les 10 gars qui étaient sur la ligne, là, ils étaient tous. Ah ouais, je sais bien. Mais au moins, on peut dire qu'au niveau canadien, la façon dont on supporte nos athlètes, mais aussi comme on les watch, hein, on les surveille. Ouais. Mais il reste que c'est pour leur bien. Puis moi, je dis toujours, nos athlètes sont propres. C'est sûr que c'est très, très, très plate, si vous voulez, de voir un jeune là, qui est rendu là, puis il aspire d'être peut-être un médaillé d'or aux Olympiques. Puis il sait que quand il arrive sa piste, là, ou peu importe, il sait que les 3 autres là, qui auraient des chances avec lui, là, eux autres sont déjà atteints, comme on dit. Ça prend un athlète qui est génétiquement doué, mais plus doué que les autres. Parce que si les autres sont dopés, puis ton athlète n'est pas dopé, ben il faut vraiment qu'il soit meilleur que les autres pour gagner. C'est ça l'affaire. Donc c'est là. Un qui était génétiquement, comme tu dis, c'est Kwaku Boateng. Oui, Kwaku Boateng, justement, en saut en hauteur. Écoute, Kwaku, une année, là, juste pour te dire, il avait été testé 32 fois au Canada. Dans l'année. Oui. Quand tu dis qu'il ne faut pas te prendre de drogue, de toute façon, tu vas te faire pogner. Donc, prends-en pas. C'est ça. Donc, lui, pas que l'Agence mondiale d'antidoping est au Québec, hein?
Oui. Hein, l'Agence mondiale est au Québec. Ils font une maudite belle job. Hein? Oui, ben justement, donc les athlètes montréalais, là, pas le temps de te doper. Non, mais là, fait que, tu sais, quand on regarde ça, là, mondialement parlant, là, les plus grands pêcheurs sont derrière le rideau de fer là, dans l'ancien temps, mais ils sont encore là aussi. Là. Je veux dire, il y a des pays qui sont prêts à faire n'importe quoi pour sortir des Olympiques avec une médaille d'or. Ils se foutent de l'athlète, dans le fond. Exactement. Bon, on a beaucoup de soupçons sur les Américains tout le temps aussi. Même ah, si, ben ça. C'est des Nord-Américains, mais eux ont de l'argent, ils ont des biochimistes, puis ils ont des grosses compagnies en arrière. Anyway, tu sais, ils sont très avancés à ce niveau-là. Tout le monde a des doutes. C'est difficile à prouver. Ouais. Sauf qu'on sait une chose au bout de la ligne. Peu importe les autres. Moi, ce que je sais que je trouve le beau côté, c'est que nous autres, on prend soin de nos athlètes. On s'arrange pour pas qu'ils se dopent. On s'arrange pour qu'ils soient propres. Ouais. Puis on essaye de les supporter même s'ils perdent parce qu'ils savent que les autres sont dopés. Exactement. Oui, parce que nous, ben, au Québec, on pense aussi comme ça. On pense à l'après-carrière. Hein. C'est une carrière qui dure 8 à 10 ans. Si tu t'es dopé, ça veut pas dire qu'à 40-50 ans, tu vas être en santé. C'est ça le problème. Donc, c'est une belle histoire de réussite d'après-carrière, c'est Bruni Surin. Oui, exactement. Tu sais, avec sa ligne de vêtements. Oui. Mais ça, c'est grâce à comment ça s'appelle, donc, l'aubainerie. L'aubainerie, oui, qui l'ont aidé, supporté, oui. C'est en plein ça. Ils ont dit, écoute, là, on va faire quelque chose avec toi, puis tu vas avoir ta propre compagnie. Puis c'était une belle histoire de succès. Personne n'en parle de ça. Personne sait ça. Ben exactement. C'est justement, c'est le point que je voulais en venir, c'est que c'est pas un joueur de hockey, hein? C'est pas un joueur de hockey. C'est un petit gars qui est arrivé ici vers l'âge de 7 ans. Quand tu lis son livre, Le Lion tranquille, là, il raconte quand il est dans l'avion, puis il voit de la neige, là, puis c'est une belle histoire d'un immigrant qui s'est intégré au Québec et qui là maintenant, il y a une fondation en plus, Bruni Surin, puis il redonne des bourses à des jeunes Québécois. C'est tout à son honneur. Oui, il donne des conférences dans les écoles puis les compagnies. Il s'occupe d'athlètes aussi. Sa compagnie s'occupe d'athlètes. Il est agent d'athlètes. Écoute, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un exemple, un modèle de Québécois d'intégration complète, Bruni Surin. Ouais. Donc, un autre qui est un modèle, là, quand on dit l'après-carrière, c'est Hank Palmer. Oui, exactement. C'est Hank, là, moi je sais, là, toi aussi, on s'est déjà vu à Ville-la-Salle dans des salles des salles de meeting avec les parents de Hank et puis tout ce monde-là. Mais c'est un petit gars de la place. C'est un petit gars qui a monté les échelons. Puis c'est un petit gars qui n'a pas perdu son devoir de redevance envers les jeunes. Ah oui, exactement. Et puis aujourd'hui, ben, tu le sais, il entraîne des jeunes. Il a sa propre, comment on pourrait dire, école d'entraînement, si on pourrait dire ça ainsi. Mais il est toujours disponible, que ce soit pour la salle Boys and Girls Club ou ces organismes-là. Il va dans les écoles, il va donner des conférences, et il aide les jeunes. Exactement. Ça, c'est l'après-carrière. Ben oui, c'est ça. Personne n'en parle de ça, par exemple. Exactement. Ben, il y a juste la Radio Info-Cité qui en parle. Radio Info-Sport. Nous autres, c'est notre mandat, justement, de parler des Québécois. Nous, on veut populariser le sport au Québec, puis parler de nos meilleurs Québécois, puis qu'est-ce qu'ils font. Je vais raconter une histoire aussi, une petite histoire qui met en relation Michel Cuccioletta. C'est que, voici le topo. Je suis depuis environ 3 semaines en Europe. Et j'ai booké pour Bruni Surin. À l'époque, j'entraîne Bruni Surin. Bruni Surin fait du 100 mètres et de la longueur, mais il est surtout reconnu comme sautant en longueur à cette époque-là. Il commence au 100 mètres. Il fait à peu près 10, 12, 10, 20. Dans ce bout-là. 10, 12, je pense, au meilleur. Mais en longueur, il fait déjà en haut de 8 mètres. Et on est en Europe, puis là, on se rend un lundi matin, on se rend en Italie, à une ville qui s'appelle, je pense que c'est Rovereto. Rovereto, et dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'Internet. C'était des fax, des téléphones. Parce que c'était compliqué, la communication. Et là, je suis à l'hôtel avec Bruni. On vient d'arriver le lundi matin. Il nous reste environ $200 chaque, là, tu sais, pour passer la semaine au complet. Puis on se dit, ben là, si il est booké pour sauter, mettons, le jeudi en soirée à Rovereto. Et puis, on va peut-être payer une chambre ou deux soirs d'hôtel. Puis après ça, on va être pris en charge pour 3 jours à la compétition. Et là, j'ai réussi, mettons, le mardi matin à rejoindre l'organisateur du meeting à Rovereto, puis il me dit, Monsieur Saint-Hilaire, je pense, vous n'êtes pas au courant? Il dit, courant de quoi? On a annulé la longueur parce qu'il n'y avait pas assez de sauteurs, donc on l'a annulé. Il dit quoi? Il
Dis-moi, mon avion, à part vendredi. On fait quoi? Ben là, tu te débrouilles, mon gars, ton gars. On se débrouille. On avait plus d'argent, là. On avait payé nos 2 soirs à l'hôtel. On était fini, là. On avait plus d'argent. Donc là, j'appelle François Béliveau de la presse. Frais viré, plus d'argent. François, je suis dans la merde avec Bruni. On est pogné dans un hôtel. On a comme 4 jours à faire. Tu peux-tu nous aider? Faut qu'on vienne au Québec avant le temps. Avant vendredi, on est dans la merde. Il dit, OK, donne-moi ton numéro de téléphone à l'hôtel. Je te rappelle dans 1 heure. Finalement, mais il me rappelle dans 1 heure. Il me dit, tout est arrangé. Hein? Ça faisait quoi, ça? Tout est arrangé. Oui, demain matin, tu as un billet d'avion. Rends-toi à Rome, là, demain matin, par tes propres moyens, puis tout est beau. Hey, merci. Genre 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, je parle de cette histoire-là à Michel Cuccioletta. Et puis qui était devenu un de mes amis à cause justement qui aidait nos athlètes québécois avec son agence à l'époque de voyage. Puis il dit, Dan, c'est qui avait payé le billet? Il dit non. C'est moi. Comme ça, c'est toi. Il dit oui. Il dit, Béliveau m'avait appelé. C'est moi qui avais arrangé ça. Il dit, c'est toi qui avais arrangé ça. Tu sais, quand tu dis que Michel Cuccioletta, c'est un mécène silencieux, mais c'est ça. J'ai appris ça comme 15-20 ans après. Que c'est Michel qui avait... Puis je vais te dire, je te l'ai déjà dit, François Béliveau, il avait appelé Bernard Trottier. Puis c'est Bernard Trottier qui a dit à François Béliveau, il dit, voilà le numéro de téléphone de Michel Cuccioletta à l'agence de voyage à jeunesse, appelle-le, il va t'arranger ça. Hey, c'est bon. En tout cas, je te remercie encore de nous avoir dépanné parce que il aurait fallu qu'on fasse le trottoir. Ou laver la vaisselle, je sais pas. Ou ben non, faire des bonnes poutines. Dans ce temps-là, je ne sais même pas si on connaissait ça de la poutine. Puis je fasse découvrir ça. Tu sais, il y a des histoires comme ça. Bon, tu dis MSN, puis on est plutôt silencieux, nous autres. Bernard, c'est la même chose. Oui, Bernard, mais on est silencieux parce que c'est pas du végétarien qu'on cherche, là, on aide nos jeunes. Puis tu veux parler d'une histoire comme ça, je vais te raconter une. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Non, Julie Sauvé, hein? Ça te dit quelque chose? Nage synchronisée, oui. Bon, Julie Sauvé qui était tellement impliquée dans la nage synchronisée, là, et puis qui était entraîneuse. Puis, bon, à l'époque, à la piscine Georges Verneau, hein? Ouais. Un moment donné, elle m'appelle, elle me donne un coup de fil. Puis elle me dit, Michel, elle dit, j'ai un problème, je sais quoi. Elle dit, j'ai une petite fille, Marie-Ève, je me rappelle plus de son nom de famille, là. Elle est championne du monde aujourd'hui. Mais elle me dit, je peux pas l'amener en Grèce pour les Jeux olympiques parce que l'équipe est formée, elle ne fait pas partie de l'équipe. Mais c'est elle la prochaine championne du monde. Ben, elle me dit, j'aimerais ça l'amener. Elle dit, tu peux-tu y fournir le billet d'avion? Moi, je m'occupe d'elle, m'en fait coucher dans une chambre avec les athlètes dans le village olympique. Puis je vais la nommer comme étant celle qui porte les t-shirts puis les serviettes. C'est bon. Ça s'est passé comme ça, effectivement. Elle est allée là-bas. J'avais payé le billet d'avion. Et puis, sa championne du monde aujourd'hui. Marie-Ève, là, je me rappelle plus son nom. Elle a vécu les Jeux olympiques avant le temps, donc elle avait déjà un genre d'expérience olympique avant d'y aller. Puis, Julie m'a toujours dit que c'est ça qui a fait qu'elle a monté l'échelle plus haute. Ben, c'est ça, exactement. Mais c'est bon parce que Julie était un entraîneur international, une des meilleures au monde. À l'époque, c'était la meilleure au monde. Julie Sauvé. C'est la meilleure au monde. Exactement. Donc, elle savait que ce petit coup de pouce-là pouvait faire une différence dans sa carrière. Donc, c'est là que tu es arrivé en jeu puis que tu as joué ton rôle. En tout cas, merci pour Julie puis le Québec puis tout le monde. Puis, une autre histoire que j'aimerais ça raconter avec nos auditeurs qui est spéciale. Peux-tu nous raconter la fois que tu as rencontré René Lévesque? Mais c'est parce que dans ce temps-là, moi, quand j'ai ouvert l'agence de voyage de la jeunesse, à la jeunesse, il y avait un gros restaurant à côté, un restaurant italien qui s'appelait la Tour de Pise chez Magnani. C'était comme la place où les juges, les avocats, comment est-ce qu'on va dire, là, le gratin montréalais allait. Le meilleur restaurant italien à Montréal dans ce temps-là. Le Montréal Inc. Avant le Québec Inc. C'était à côté de mon bureau, fait que j'allais manger là des fois. Mais tu m'as déjà amené là manger là, je me souviens. Oui, on a déjà... Des bonnes pâtes, des bonnes penne. Moi, j'aimais les penne. Fait que, comme un moment donné, moi, je suis dans le bureau, puis il y a un gars qui sort du restaurant, je le vois pas, là, mais il rentre dans l'agence, et puis il s'assoit, gros, monsieur,
C'était un gars qui malheureusement était obèse, là, mais il avait été coureur d'automobile dans le temps, avant Duval. OK. Et puis, il vient s'asseoir devant mon bureau, puis il dit, là, moi, je travaille pour le Parti québécois. Le Parti québécois, dans ce temps-là, c'était à peu près zéro, là. Tu sais, il n'y avait pas grand-chose. Ah ouais. Et puis, il dit, on aurait besoin de faire des billets d'avion pour aller à Québec, ou ben non, aller à telle place. Mais il dit, on n'a pas beaucoup de budget, tu moyen de, tu sais. Ben, c'est pas de problème, on va s'arranger pour trouver le tarif le moins cher. Ah ouais. Puis il dit, faut qu'on voyage à Québec Air. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Okay. Mais Québec Air, j'étais peut-être, à ce temps-là, là, Québec Air, pour Québec Air, j'étais le plus gros fournisseur de billets d'avion à Montréal. OK. Parce que leur business était plutôt, comme on dit, en région. OK. Chicoutimi, Québec, Ben là, ça voyageait Québec Air. Mais Montréal, c'était Air Canada, c'était, Ben ouais. hein. Et puis, ben, ça a commencé comme ça. Puis là, ben, est arrivé la première élection où ils ont élu 6 députés, dont René Lévesque n'a pas été élu. Ben ouais. Okay. Et puis, j'avais ouvert une marge de crédit chez Québec Air, qui était minime quand même. Là, et puis, j'avais été capable de les faire voyager pendant la campagne électorale sans qu'il y ait à payer immédiatement les billets. Donc, il y avait comme 30-60 jours pour les payer. Okay. Puis, il est arrivé qu'ils ont gagné 6 d'élus. Et puis, ben là, M. Lévesque, il venait des fois chercher ses billets à l'agence. À l'agence, OK. Ben oui. Il rentrait là comme un moineau sur le coin de rue. OK, c'est bon. Et puis, on jasait, et puis bon. Et puis, bling, il est arrivé à la deuxième élection, l'élection où c'est qu'ils ont pris le pouvoir. Ben oui. Et puis, je me rappelais toujours parce que cette fois-là, ça prenait un plus gros budget, naturellement, une plus grosse marge de crédit pour l'élection qui s'en venait. Ben oui. Et puis, c'est drôle à dire comment c'est que les choses sont faites des fois, puis le monde ne savent pas ça. La marge de crédit a été autorisée. Oui. C'était Québec Air, naturellement. OK. Mais à ce moment-là, la propriété de Québec Air appartenait à un gars de Toronto qui s'appelait Taylor. OK. Monsieur Taylor, c'était le propriétaire du Globe and Mail. OK. Ouais. Ça va mal? Non, mais tu sais, quand tu dis les Anglos font en sorte que le Parti québécois, il y a une possibilité financièrement de prendre le pouvoir. Ouais, c'est ça. Ah, wow, ouais. Et puis, c'est comme ça qu'ils ont gagné. Puis là, à un moment donné, après ça, Québec, à ce moment-là, avait un contrat avec Air Canada. Okay. Et puis, tous ceux qui voyageaient sur le bras du gouvernement, ben c'était Air Canada qui avait un comptoir dans le complexe jugé. Okay. Et puis, tout passait par là. Ouais. Fait qu'à un moment donné, je parle avec quelqu'un du Parti québécois, je pense que c'était Marcel Lorrain. Okay. Et puis, j'ai dit, Camille Lorrain. J'ai dit, eux autres, on l'appelait Camomille dans le temps. Okay. J'ai dit, Camomille, là, savais-tu qu'à toute fois que vous prenez l'avion là, avec Air Canada, là, avez-vous remarqué sur le billet où est-ce que c'est que les taxes sont? OK. Non, ben les taxes sont à Winnipeg. Fait que vous n'avez pas de mauditaine. Aïe, aïe. Puis après ça... Ils font un genre de lac à l'épaule, à un moment donné. Ouais, puis tu y as été, c'est ça? Et puis je m'en vais là dans les Laurentides. OK. Puis là, je leur explique toute la patente. Non, mais raconte-moi que la fois que t'as... René Lévesque était là. Oui, la fois que René Lévesque t'a invité à jouer aux cartes, là. Ça, c'est après, là. OK. Il y avait des étapes que je savais pas. On règle cette affaire-là. OK. À peu près 6 mois plus tard, ils cassent le contrat avec Air Canada. Okay. Et puis, ils rendent toutes les agences de voyage du Québec qui avaient un permis du Québec disponibles pour vendre des billets d'avion à n'importe quelle personne du gouvernement. Puis c'était comme un bon mot, là, je veux dire. Le gars qui est dans son comté, là, puis il encourage son agence de voyage, il peut être sûr qu'il vient de gagner des votes. Oui. Fait qu'à un moment donné, je m'en vais à Québec parce qu'on me demande d'aller à Québec pour une autre affaire, une autre histoire. Et puis, parce que j'étais très proche, moi, du PQ dans ce temps-là. Et puis, j'arrive là, et puis bon, je fais les affaires avec Tardif dans ce temps-là. Et puis là, M. Tardif me dit, viens donc au complexe J, hein, il y avait un tunnel qui allait en dessous de la rue, en face du Parlement, là, il y avait un complexe de l'autre bord. Tu passais par le tunnel, puis là, il y avait un bunker. C'est ça qu'ils appellent le bunker. C'était un endroit où il y avait une chambre à coucher, un lavabo, toute comme une suite d'hôtels, avec un salon et un bureau. Puis ça, c'était full-proof, là. Je n'ai jamais eu une guerre ou whatever. Alors, c'était l'endroit où le premier ministre et ses acolytes ou son conseil, whatever, pouvaient se cacher s'il y avait quelque chose. OK, tu vois. Fait qu'il me donne rendez-vous là, moi. Oui.
Ben, je me présente là, moi, puis j'attends. Je l'associe dans le chauffeur. OK. D'un coup, M. Lévesque il arrive, comme un cheveu à la soupe, comme d'habitude, il était toujours de même. Il arrive, il sort le scotch. Ah ouais. Sur la table. Mais je pense que il t'avait demandé ça. Il dit, t'es-tu Pas capable... une petite game, mais il dit, ça me tenterait. Un petit game de cartes, puis t'es-tu capable de boire du scotch, toi? Il dit, ouais, je suis capable de boire du scotch. Mais tu sais, c'est des anecdotes que ben, c'est bon d'en parler comme ça, mais je me dis, imagine-toi si ça avait sorti des affaires de même, là, aujourd'hui. Ouais, mais c'est le même que ça marche. Ouais. Puis, qui a gagné la partie de cartes? Comment? Qui a gagné la partie de cartes? Ben, il a sorti le paquet, et puis, on était rendu sur le deuxième scotch. Et puis là, il y a quelqu'un qui est rentré, je me rappelle plus c'est qui. Ouais. Un gars du c'était pas, je me rappelle plus. Je pense que c'était le gars qui était au syndicat, là. Il est décédé aujourd'hui. Mais au Tazan, en tout cas, ça ne me revient pas, là. Okay. Pour quelque chose, fait qu'il dit, on va se reprendre. Ben, j'ai dit, pas trop au bureau, c'est la rue de la jeunesse. Pas Chartrand, pas Michel Chartrand. Non. La Berge? La Berge? Hein? La Berge, non. Pas gros la Berge, là. Non. Il y avait un nom anglais à bord, là. Ah, oui. Okay. Oui, il était président de la CSN ou quelque chose comme ça. C'est un grand syndicaliste. OK. Donc, le contrat, ça a continué. Parti québécois a fait d'affaires avec des compagnies. Les taxes étaient payées au Québec, c'est ça? C'est en plein ça. À la suite. C'est en plein ça. C'est que, à partir de ce moment-là, quand ils ont brisé le contrat avec Air Canada, c'est que si le billet était émis par une agence de voyage au Québec, les taxes allaient au Québec. OK. Il fallait comprendre ça. Là. Oui, OK. C'était ça. Tandis que, comme le bureau d'Air Canada était dans le complexe G, mais les billets étaient émis, c'était par Telex, c'était émis à Winnipeg. Ah, ben oui. Fait que bonjour Québec. C'est ça. C'est le fun, en tout cas, que tu aies justement allumé le Parti québécois à l'époque et René Lévesque sur ce fait-là, tu sais. Donc, c'était le début de mettre chez nous, quoi. Il n'y a quoi. pas que moi là-dedans. Il y a beaucoup de monde, hein. Il y a beaucoup de gens. Le Québec, moi, je trouve que le Québec, là, avec le PQ, là, les 2 années, les 2 belles années du PQ, je vais les appeler comme ça, là. Le Québec a fait un gros pas vers l'avant, s'est réveillé. A arrêté d'être, comme on dit, soumis avec les 2 yeux bouchés et les oreilles fermées, tu sais. Ben, c'est ça, exactement. C'est le fun. Et, c'est bon, en tout cas. Et puis, là, maintenant, tu es encore impliqué dans le sport? Ben, je suis gouverneur du club de médaille d'or. Je vois à ce qu'on encourage les athlètes toujours de la même façon. Les bourses ont augmenté, tant mieux. Il y a plus de suivi maintenant. Dans le temps, là, moi, je me rappelle, on les aidait comme ça, mais je veux dire, on n'avait pas tout le backup, là. Toi, tu le sais, là, t'es là-dedans. Les entraîneurs, les psychologues, les diététistes, etc. Ça fait combien de temps? C'est ça qui est bon, là. Ça fait combien de temps que il y a un grand encadrement. Ça fait combien d'années que le Club Médaille d'Or existe? Est-ce que tu... 50 ans cette année. Est-ce que vous l'avez fêté ou vous allez le fêter? Ça va être au mois de novembre. Il va y avoir une soirée spéciale où le Club de Médaille d'Or va tenir son 50e anniversaire. Donc, il va y avoir plusieurs légendes sportives qui vont y aller, des athlètes que vous avez aidés quand ils étaient plus jeunes. Il va y avoir beaucoup de monde. Ça va être... En tout cas... on va revenir sur ça pour en parler, justement. Puis s'il y a des billets à vendre, un Club Médaille d'Or, on va en parler pour qu'il y ait des gens qui achètent des billets, pour qu'ils puissent aller encourager le Club Médaille d'Or, qui ça fait un demi-siècle qui existe, puis qui ont aidé tellement, des centaines, des milliers d'athlètes. C'est de voir que le Club de Médaille d'Or, c'est pas un club, qu'on pourrait dire, spotlighter, là, comme on dit. C'est pas du végétariat. Tout se passe comme un petit peu en catimini. C'est un club pas privé, mais on cherche pas les grandes nouvelles. Nos plus grands partenaires, c'est dans les gens du sport, c'est le Club de hockey canadien, la Brasserie Molson, RDS, les Cages au sport, la BCN. Mais c'est comme sans éclat. Mais la job se fait. Exactement. Il n'y a pas longtemps, il y avait une activité même au Parc Jarry, ce que Stéphane a été. Oui, c'est ça. La Fondation Équipe Québec a participé au dernier événement qu'il y avait au tennis là, du Parc Jarry. Oui, au stade Roger.
À Coupe Rogers? Le Stade Uniprix, je pense, ça s'appelle? Ouais, c'est ça. Donc, c'est une première, on a été approché parce qu'il y a maintenant un employé à temps plein pour le club. Oui, maintenant, on a, dans mon temps, on n'avait pas ça, c'était tout du bénévolat. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a un directeur général et qui s'occupe de tout. Finalement. Ça prenait ça, là, parce que à un moment donné, tu peux faire du temps partiel, là, ça a des limites. Exactement. Puis le bénévolat, là, c'est ça. À un moment donné, tu atteins un plafond. Ben, je sais que des fois, vous avez des activités organisées à l'Impact, les Alouettes de Montréal. Moi, j'ai déjà été une activité aller voir avec les médailles d'or, les Alouettes de Montréal. Oui. Les Alouettes, l'Impact, la Coupe Rogers, ils font tous partie du club de la médaille d'or. C'est des membres. Il y a différents niveaux de membres. Hein? T'as les membres qu'on appelle ordinaires. Ensuite, t'as les membres bronze, argent, or et platine. Ouais, platine, c'est les plus gros. C'est bon. Mettons que la BCN est des platines. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu sais quel organisme a donné la première bourse d'entraînement à Bruni-Surin? Comment t'as dit? Est-ce que tu sais quel organisme ou fondation a donné sa première bourse d'entraînement à Bruni-Surin? C'est le club de la médaille d'or. Exactement. Ah ouais. Moi, j'étais là. Écoute, c'est moi qui l'avais présenté. Moi, je me souviens, j'ai des photos de ça encore. Te souviens-tu du montant, Daniel? C'était c'était du 500$ à peu près à l'époque. Ouais. C'était une bourse mensuelle. Oui, c'était pas... dans ce temps-là, les bourses étaient pas tellement hautes. Je pense que le président de cette année-là, si je me trompe, là, je pourrais me tromper, il me semble que c'était Richard de Carifel. Oui, ça se peut être une bonne mémoire, tu sais. Moi, je me souviens, écoute, à l'époque, ça se faisait au buffet antique dans l'Est. Tu te souviens de ça, le buffet antique? Oui, le antique. Oui, le buffet antique dans le bout de Cadillac, Lacordaire, Sherbrooke. Oui, c'est ça. Là, c'est ce que je me souviens, j'allais pratiquement tous les mois. Tu sais. Il y a l'hôtel au coin du stade olympique. Oui. Universel, l'auberge universelle, qui appartenait à des Italiens dans le temps. Okay. Eux autres, ils ont été membres platine longtemps. Okay. Tu avais besoin d'une salle, tu avais besoin de loger un athlète qui partait de cette île, mettons, pour une compétition, puis qu'il n'y a pas d'argent. On pouvait compter sur l'auberge universelle pour y fournir une chambre. Ah, ben ouais, toi, t'en as des souvenirs, tu pourrais nous en parler pendant 4 heures. Donc, il va falloir qu'on te fasse revenir pour nous parler du gala en novembre, Michel. On aimerait beaucoup ça. Je vais tenir au courant, inquiète pas. Bon, on va essayer d'y aller. La date exacte, là, je suis pas sûr, là, mais je sais que c'est au mois de novembre. Okay. Je pense que c'est le 16 ou dans ce mais la Fondation Équipe Québec va tout faire pour l'employé qui s'appelle Samuel Ouellette, je pense. C'est ça. Oui, c'est ça. Ce que j'ai compris, c'est que maintenant, il donne 50 bourses de 1000 $ aux athlètes. C'est bon. Oui. Donc, c'est toujours l'objectif. Ah, mais c'est bon. Oui. Moi, quand j'ai été président, avant d'être président, quand je suis rentré dans le club, les bourses étaient de 250 $. Puis, l'année que je suis tombé président, j'ai fait monter ça à 500 $. Puis, je vais dire qu'il y avait des grincements dedans, là, dans la salle. Écoute, Stéphane, Michel, tu vas t'en souvenir peut-être. J'ai déjà gagné, parce qu'une fois, j'avais été honoré comme entraîneur. Puis, il y avait, mettons, 15 bourses qui avaient été données ce soir-là. Là. Puis, les 15 noms étaient dans un chapeau. Puis, c'était un voyage à Cancun pour 2. C'est moi qui l'ai gagné. Hey, ma femme, je dis ça à ma femme de soir. Hey, Aïcha, ça s'appelle Aïcha, je dis, on part tel mois, on va à Cancun. Tu commences ça? Ben, je viens de gagner un voyage, là, tu sais. Donc, je me souviens. Mais tu sais, des fois, on pouvait faire il y a une année où on a fait un party de Noël. Et puis, c'était mon année de ma présidence. Et puis, le party de Noël, il y avait, tu sais comment ça se passait, le party de Noël de la médaille d'or, il y avait un paquet de cadeaux, il y avait un paquet de prix, puis bon. Et puis là, on avait mis une gondole, qui était une réplique d'une gondole de Venise. Et puis, pour te faire photographier dans la gondole, il faudrait que tu débourses 100 $. C'est bien. Avec le gondolier habillé en conséquence. Puis tu avais une chance de gagner un voyage à Venise pour le carnaval de Venise. Qui l'a gagné? Raymond Bellé qui avait gagné. Bon, il a chanceux. Toi, mais Stéphane, t'as manqué ça. Pas loin de 10 000 $ juste avec ça. Non, c'est Michel, il y avait des idées de même tout le temps. C'est des bonnes idées, ça, pour la Fondation. Merci.
J'ai gagné un voyage une fois dans un hôtel, là. On a parlé l'autre jour dans le bout de Sainte-Adèle, Sainte-Agathe, un genre d'hôtel. J'ai gagné une fois une nuit, au jour de l'an, au club, à l'hôtel en face du complexe des jardins. À l'hôtel en face, la place des Arts, il y a un hôtel, là. Ah oui, oui, ça c'est En tout cas, ça c'est l'ancien Méridien. Oui, c'est ça. J'ai déjà gagné le 31 décembre avec ma femme et mon fils. Une belle suite, puis un repas en bas, je pense que ça s'appelle Houston ou le Bâton Rouge. Bâton Rouge, je pense. Le Bâton Rouge. Oui, j'avais gagné un repas. Écoute, ils font tirer des cadeaux puis des choses intéressantes. En tout cas, ça vaut la peine. Mais le but du club, dans le fond, c'est tout simplement d'amasser des fonds pour pouvoir les remettre pour aider les athlètes. Puis on aide les athlètes au début de leur carrière. C'est ça. On n'est pas des comment est-ce qu'on pourrait dire ça? On n'est pas des mécènes pour ceux qui sont rendus en haut. Là. Ben, c'est ça. Écoute, j'ai déjà vu des... On est des mécènes pour ceux qui commencent, puis qui ont du talent. Puis surtout, toi, tu sais, Daniel, entraîneur, un entraîneur va appeler, puis il va dire, hey, lui, là, c'est un spécial, ou elle, là, c'est un spécial. Ouais, envoyez-moi le dossier. On va regarder ça. On met ça au comité. Il y a un comité de sélection. Il y a un comité que c'est des gens qui connaissent ça. Là, elle, là, c'est parfait. Lui, là, c'est parfait. Ouais. Ben écoute, c'est comme ça que ça fonctionne. Une autre anecdote avant qu'on se quitte, Michel. Moi, j'ai été entraîné en Malaisie. Je viens de revenir, puis j'ai pas de sport puis mais je recommence à entraîner des athlètes, dont un sauteur à hauteur qui s'appelle Kwaku Boateng. Oui. Et c'est un gars, un ancien réfugié politique qui est devenu Canadien. Il vient du Ghana. Puis le gars, il n'y a pas une scène. J'ai pas une scène. On est dimanche soir. Je suis chez nous, dans le salon. Et puis, ça, c'est avant qu'on se connaisse. Puis, je sais pas quoi faire. Il faut absolument que j'envoie mon gars, genre lundi ou mardi en Europe. Il y a un meeting en Europe que je veux qu'il fasse, mais j'ai pas une scène payée de billet d'avion. J'appelle à la Fédé. La Fédé me donne 200$. Je dis, OK, 200, c'est mieux que rien. Ça va payer un peu de bouffe là-bas pour mon gars. Il faut qu'il parte au moins 3 jours, tu sais, pour manger 200$. Mais j'ai pas de billet d'avion. Là, j'ai un livre à côté de moi, c'est le répertoire, les adresses, les contacts du Club Médaille d'Or. Je commence à feuilleter dans le livre. Moi, ça fait une couple d'années que je suis parti, là. Je reviens de la Malaisie, là. Puis je regarde, j'avais ça encore, puis je vois Bernard Trottier. Je pense que c'est Bernard Trottier. Je pense qu'il dit Bernard Trottier, je le connais de nom, tu sais, un peu. Là. Je le connaissais pas beaucoup à l'époque, là. J'appelle Bernard, je dis Bernard, j'ai un problème. Il faut que j'envoie un gars, genre demain ou après-demain, en Europe, pour qu'il fasse son standard olympique. Ou le championnat du monde. C'était en 1999. J'ai entraîné entre 95 et 98 en Malaisie. L'autre en 99. Là, Bernard, il me dit, je te rappelle. Je te rappelle. Il me dit, appelle tel gars, c'est arrangé. C'est que ça, c'est arrangé. Il dit, ouais, appelle tel gars. Là, j'appelle mon Michel. C'est la première fois que je parle, là. OK. Puis avec Bruni, on parle de 90, mais moi, je sais pas que c'est lui qui a payé pour Bruni. Moi, j'appelle le gars, Michel. Il dit, viens demain à mon agence. Faut que je te voie. J'arrive là, t'as un billet. Hein? Le billet, là, toi, hein? Tout est payé, tu sais. Ton gars, il part demain. Hey, merci, monsieur. Merci, monsieur. Votre nom? Michel Couchelette. Merci. Mon gars, il était là, il a fait 2,29 m. Il s'est classé pour les mondiaux à Séville. Écoute, on a eu un billet d'avion, puis 200$. Puis, il est arrivé, après ça, il a été au championnat du monde à Séville, en Espagne. Il s'est classé 6e. 6e au monde. On a eu 200$ de la Fédé, puis un billet d'avion de Michel Coucheletta, l'agence de voyage à l'époque, sur la rue de la Jeunesse. Écoute, merci encore, Michel. Et grâce à toi, si mon gars il s'est classé 6e au monde. Tu sais, tu parles de mécène, tu sais, quand tu viens de nommer Bernard Trottier. Le roi des bosses, comment est-ce qu'il s'appelle le nom? Jean-Luc Brassard? Oui. Lui, là, toute sa carrière, là, Bernard est en arrière de lui, là. Il te l'a envoyé jusqu'au top. C'est comme ça que ça se passe. Ça prend ça, tu sais, écoute. Bernard a toujours considéré le roi des bosses comme son petit gars. Ben oui, c'est ça. C'est le fun. On voit Alex Harvey, hein, à Québécois est en arrière de lui. Là. Alex Harvey, ça y coûte à peu près 250 000 en frais d'entraînement de compétition par année. Hein. Puis c'est les rivaux, les Norvégiens, eux, ils ont à peu près 500 000 $ par année par athlète. Donc, la bagarre, elle est dure. Donc, le petit gars qui a 40 000 comme support, il n'y a aucune chance. Il faut qu'il y ait des mécènes puis des équipes en arrière de lui. C'est en plein ça. Donc, Michel, Stéphane, as-tu d'autres choses à rajouter? Ah non, on aurait plein d'histoires de même, hein, d'athlètes. Michel, c'est une de nos meilleures entrevues. On
aurait long à compter. Ouais. Bon, ben Michel, je te remercie. Mais Puis, faut pas tout dire à la radio, hein? exactement. Donc, Mais là, par exemple, il était policier. Est-ce que tu as des scoops, des anecdotes à nous dire? Parce qu'ici, on est une radio d'information. Donc, t'es-tu beaucoup ami avec Franqueur? Ouais. Franqueur, le messager, le messager Franqueur. Tu sais que... Ils sont tous après lui, là. Tu sais que dans la vraie vie, là, Oui. je dirais pas qu'il invente des choses, Oui, oui. mais ce qu'il dit, c'est parce que ça vient de quelqu'un. Puis si ça vient de quelqu'un, c'est parce qu'il y a des whistleblowers quelque part. Oui. Puis des whistleblowers, ça existe, puis c'est pas pour rien. Ben exactement. Puis il y a des enregistrements qui vont sortir en temps et lieu plus tard. Ben oui. Tout va sortir tantôt, mais là, c'est le temps de salir Franqueur. Ah, ils sont tous après. Ouais. Écoute, ils sont ouais. tous après lui. Ah, absolument. Puis lui, c'est juste le messager. C'est en plein ça. Je te dis, C'est quoi en anglais? Don't shoot the bird, he's just the messenger, c'est ça? Ouais, c'est quelque chose comme ça. Bon, Michel, on t'embrasse, puis on te salue, puis on te serre bien fort, puis bonne chance à l'activité du médaille d'or de 50e anniversaire. La Fondation Équipe Québec va être là en chair et en os. On va essayer, ouais. On va avoir le plaisir de se parler, les boys, et puis continuez votre bon travail. C'est excellent de parler aux gens qui vous écoutent par l'Internet, des athlètes puis des jeunes qui... Des fois, c'est un jeune là, qui est dans le parc là, que tu vois tous les jours. Là. Ouais. Puis d'un coup, là, comment ça se fait? Il est rendu là, lui, là. Ben, c'est grâce à qui? Ben, c'est grâce à du monde bien ordinaire. Bien ordinaire. Ouais. Comme tout le monde. Écoute, le prochain Bruni-Surin, il est dans un parc quelque part au Québec. Il faut juste le découvrir, puis après ça, il faut l'aider. C'est en plein ça. Merci, Michel. C'est moi qui te remercie, puis bonne chance, les boys. Merci. Merci, bonne soirée. Bye. Puis Stéphane, Toute une rencontre. un vécu, Ça fait du bien. Un vécu sport, politique, business, Québec, l'évêque. Écoute, on a parlé de tout. Il y a une chose qu'on est en train de construire que les Anglais ont compris depuis longtemps, c'est que ça prend toute une communauté Exactement. pour bâtir un athlète. Exactement. Michel l'a compris il y a longtemps. C'était un mécène il y a... Lui et Bernard Trottier, ouais, c'était c'est dans ça. les premiers de la nouvelle génération. Ouais. Hein. On parle des années 80, 90, 2000. Alain Métellus, un grand sauteur, Ouais. médaille d'or. Patrick Renaud, Michel Brodeur, médaille d'or. Kimberly Hyacinthe, médaille d'or. Écoute, Philippe Saint-Hilaire, Magali Roche, médaille d'or. Écoute, si la médaille d'or n'aurait pas été là, nos athlètes souvent auraient manqué des voyages importants pour les développer, pour leur faire prendre une expérience, pour qu'ils compétitionnent comme des gens aussi bons qu'eux autres, sinon meilleurs, pour qu'ils deviennent meilleurs. T'sais. On dit souvent qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Mais nos meilleurs athlètes québécois, il faut qu'ils participent dans le monde. Ouais. Si on veut qu'ils soient les meilleurs dans le monde. Ouais. Pas juste les garder au Québec. Puis je pense à Serge Rollin, il aurait eu besoin du club. Serge, ouais. Hein? Ben c'est ça, c'est toutes des histoires comme ça, mais écoute, mais puis là on dit en 2017, ça continue encore le manque de fonds, malgré qu'on soit un pays du G8. On pense moi je pense à Lodric, le rugbyman là, qu'on a aidé. Écoute, l'équipe nationale canadienne de rugby des moins de 18 ans, il est obligé de payer son voyage. Tu sais, à un moment donné, c'est nous autres qui l'a aidé. Pas tellement loin. Regarde 2017. l'équipe canadienne de patinage de vitesse courte piste qui ont manqué quelques Coupes du Monde l'année passée parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Des champions olympiques. Mais les meilleurs patineurs, ils se trouvent où au Canada? Des Québécois. Ouais, exact. Puis tabarouette, ils ont manqué peut-être 2 ou 3 Coupes du Monde. Ouais. Ben, je Manque sais qu'ils n'ont pas été en Norvège. Là. Ils en ont manqué une, ça c'est certain. En tout cas, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Écoute, c'était les meilleurs porte-étendards au niveau planétaire. Ouais. Puis toi, Daniel, je sais que tu sais depuis longtemps, c'est que tu deviens bon en te mesurant au meilleur, puis en participant aux meilleures compétitions, puis même si tu arrives dernier, tu as appris des choses, puis tu sais, quand tu as le désir, puis tu es bien entouré, ben tu vas monter dans le classement. Puis j'ai un petit peu pour faire le lien avec notre rassemblement festif, pour pas dire manifestation. Le 14 octobre. Le 14 octobre. Écoute, je suis en train de tranquillement monter un dossier pour appuyer un peu nos demandes, que le Canadien aille un minimum de joueurs québécois. Donc, nous, on a fixé ça à 10. L'idée là-dedans, c'est que les joueurs québécois, quand tu les sélectionnes, ils ont une expérience de la Ligue nationale. Peut-être qu'en faisant ça, les premières années, là, on fera pas une série ou on va avoir de la misère. Mais après ça, ces joueurs-là, ils vont avoir l'expérience de la Ligue nationale, ils vont retransmettre ça dans la communauté, ils vont retransmettre ça dans leur ligue de hockey mineur.
Donc, tout ça, on est en train de bâtir. Puis, à ce niveau-là, écoute, j'ai lu des témoignages, là, surtout au soccer, parce que cette pratique-là est très populaire en Europe pour les ligues de soccer. C'est qu'il y a eu une grosse diminution des performances des clubs européens dans les Coupes du Monde. Puis là, ils ont dit, attendez un peu. Là, on importe tellement de joueurs étrangers, des Brésiliens, entre autres, des Africains. C'est pas qu'on les aime pas, mais là, c'est en train de nuire à nos jeunes qui ont plus accès aux clubs professionnels. OK? Donc, c'était rendu un réflexe de choisir, par exemple, des avants de tel pays. OK? Je sais pas, moi, je connais rien au soccer, là, mais par exemple, les Brésiliens, là, c'est des excellents attaquants. Donc là, tout le monde se grillait d'attaquants brésiliens, là. Puis un peu comme tu as dit la semaine passée, il est arrivé à la Coupe du Monde, pas capable de marquer de but. Pourquoi? Parce que leurs joueurs nationaux, c'est tous des défenseurs. Tu sais, c'est très bons défenseurs, ils jouent contre les meilleurs au monde, mais pas d'attaquants. Pas d'attaque, parce que dans leur club professionnel, ils ont tous pris des Brésiliens puis tout ça. Ils n'ont pas de temps de jeu, ils n'ont pas de temps lorsque c'est important. Exact. Et ainsi de suite. Écoute, il y a une légende brésilienne qui s'appelle... Colin, je pense que c'est Carlos Alberto ou Alberto Carlos, une affaire comme ça. Écoute, lui, il a évolué dans la Ligue anglaise. Puis, il a dit à la Ligue anglaise, il dit là, vous êtes en train de manquer le bateau. Là, ça suffit là, d'amener un nombre incroyable d'étrangers dans votre Ligue. Là. C'est la raison pourquoi vous ne performez plus. Puis ça, il a dit ça en 2013. Là, ça fait pas 20 ans là, qu'il a dit ça. Il a dit, vous gagnerez... Moi, je prédis, il dit que vous allez plus jamais gagner une Coupe du monde de soccer si vous continuez dans ce sens-là. OK? Parce que, il dit, moi, j'adore le soccer anglais. Il y a un style, ça a l'air... le soccer anglais, c'est un style particulier. Là. La Premiership League. Ouais, Premier League. Premiership League. Premiership, en tout cas. English Premier League. Ça semble que c'est plus... En tout cas, pas grave. Puis, peut-être ça, English Premier League. Me semble, là. Pas ship. Puis, fait que là, c'est ça, là. Fait que là, les autorités, ils ont commencé à se pencher sur le problème. Puis, comme je l'ai mentionné la semaine passée, ils ont maintenant des politiques sur ils appellent ça des homegrown player rule, quelque chose comme ça. Donc, des joueurs qui grandissent dans le système anglais. OK? Donc, il faut au moins qu'il y ait... par exemple, je peux sortir les stats pour l'Angleterre. Là, je les ai pas loin d'ici. Puis je vais t'en donner. J'ai trouvé aussi pour l'Amérique latine, très intéressant également. Donc, j'ai le cas anglais ici. Il faut absolument qu'il y ait un minimum de 8 joueurs qui s'appellent homegrown. Okay? Pas nécessairement qui sont nés en Angleterre, mais qui ont été développés dans le système anglais. Donc, à partir de 18 ans, savais-tu, Daniel, la FIFA, qui est la Fédération internationale, interdit le transfert de joueurs de moins de 18 ans. Donc, tu peux pas aller chercher un Brésilien de 16 ans puis le faire jouer en Angleterre. C'est interdit par la FIFA. Donc, il faut au moins qu'il complète son stage junior dans son pays. Donc, dans son école de développement. Exactement. OK. Puis, à 18 ans, là, il a le droit d'être acheté par un club. Par exemple, Manchester, là. Puis là, à 18 ans, là, ils le font grandir dans le club école puis dans le club professionnel. Puis à ce moment-là, il peut être considéré comme un homegrown player si il a été pendant 3 ans développé par Manchester, par exemple. Okay. Regarde le cas de Lionel Messi. Il a été développé en Espagne. Oui. Il joue en Espagne. Oui, il joue pour le Barça, je pense, Barcelone, oui. Puis il était malade étant jeune, il souffrait de nanisme, là, comment on appelle ça, là. Il était petit. Oui, OK. Donc, le problème au niveau de ses hormones de croissance, c'est le club espagnol ont fait venir lui, je pense, puis son père, puis ils ont payé pour les médecins. Puis, et finalement, il a grandi, il mesure peut-être 5 pieds 5, 5 pieds 6. Là. Mais il était fait, programmé génétiquement pour mesurer peut-être 4 pieds 10. Donc, Messi n'aurait pas été Messi. Donc, il a été développé en Espagne. Là, il joue pour son club espagnol. Donc, un peu dans la même veine. Par contre, aux championnats mondiaux, il joue pour l'Argentine. Oui. Donc, c'est un Argentin que lui, il fait partie là, des joueurs étrangers en Espagne, parce qu'en Espagne aussi, ils ont des règlements assez stricts. Il y a certains pays qui n'ont pas de règlement.
en Europe, là, je les ai sortis ici. Là. Le Portugal n'a pas de limite de joueurs, mais c'est parce que le Portugal n'est pas capable des pays. Ouais. Tu sais, le Portugal, c'est un pays qui est pas riche par rapport aux autres pays européens. Donc, tu sais, ceux qui n'ont pas de règlement, là, c'est ceux qui n'ont pas d'argent, autrement dit. Tu sais. Okay. Quoique la Grèce a des règlements même pour protéger leurs joueurs. Okay. Donc, tu sais, la Grèce, on sait qu'ils ont des d'argent. troubles économiques. Là. Mais il reste que c'est tout dans le but de donner la chance aux jeunes d'avoir de l'expérience au niveau professionnel, de côtoyer des professionnels, parce que je regardais même, il disait ça au Mexique, il y en a qui disaient « Ah, la MLS va dépasser la première ligue mexicaine », étant donné que le Mexique commence à avoir des règlements pour protéger les joueurs mexicains. Puis il y a plusieurs philosophies à ce niveau-là. Tu sais, les gens vont dire pas de règlement, les meilleurs vont jouer contre les meilleurs, puis tu sais... mais c'est pas ça qui se passe. Ben, c'est ça, c'est le contraire. Oui. C'est pas ça qui se passe. C'est ce qu'on le voit, là. C'est que les joueurs, les jeunes, tu découvres des talents des fois sur le tard. Il y en a qui se développent à 22, 23, 24 ans. Si tu n'as pas donné sa chance à 18 ans, OK, d'être repêché par un club professionnel, lui, il va arrêter de jouer, là. OK? Puis il se serait peut-être développé à 22, 23, 25 ans. Fait que au Mexique, c'est ce qu'ils se sont rendus compte. C'est que même si le joueur il joue pas, par exemple, pour son club professionnel, il pratique avec les meilleurs. Il est là à toutes les pratiques. Puis il voit, puis il se développe. Fait que quand il arrive aux sélections nationales, ben, il a des habiletés, le jeune. Mais si tu lui permets pas de faire partie de l'équipe, ben à ce moment-là, ben oublie ça. Tout le système de soccer, le développement du soccer du pays, là, ça, c'est des études qu'ils ont faites. Là. Tout le système de développement, ben, il s'effondre. OK, puis on le voit au hockey ici. Les gens disaient le Québec ne développe plus de joueurs de hockey. Ben, les Canadiens ne choisissent plus. Puis il y a juste les meilleurs de la crème qui font la Ligue nationale maintenant au Québec. OK, au lieu d'avoir les plombiers qui D'ailleurs, au repêchage, au dernier repêchage canadien, je pense qu'on a pêché 0 Québécois. Ah, écoute, peut-être un, mais juste en tout cas, il me semble que c'est un record de médiocrité de nouveau repêchage. Tu sais? Puis là, je peux te lire quelque chose que Serge Savard a sorti aujourd'hui dans les médias? Ben oui. C'est bien ça. Après le départ des Nordiques, si on parle de 1900, je pense que c'est 95, là, départ des Nordiques, c'est ça, en 95, il dit que le départ des Nordiques en 95 a affecté directement les performances des Canadiens. Après le départ des Nordiques, la médiocrité s'est implantée dans l'organisation. On n'avait plus besoin de se battre. Et on se souvient du Vendredi Saint, comment ça jouait, puis ils voulaient gagner. Là. On était tout seul dans notre marché, on parle des Canadiens, tout seul dans notre marché. Tu pouvais faire gaffe après gaffe, il n'y avait aucun problème. Les gradins étaient pleins pareil. La compétition n'était plus là. Serge Savard dit que, selon Serge Savard, la simple présence de Québec dans la Ligue nationale de hockey était une grande source de motivation pour le Canadien. Je dois dire que les Nordiques nous rendaient meilleurs. On travaillait encore plus fort à chaque pratique. La tarte, il fallait la séparer avec une autre équipe. Dans ce cas-là, après ça, il n'y avait plus de séparation. Ouais, exact. L'ancien porte-couleur du Canadien croit d'ailleurs qu'un retour des Nordiques forcerait le tricolore à faire davantage d'efforts. La journée où les Nordiques vont arriver, c'est sûr que le Canadien va être plus agressif, a-t-il affirmé. Ça, Daniel, tu me gardes ça, là. On va lire ça durant notre rassemblement devant le Centre Bell. Exactement. Ça, je vais le lire parce que c'est exactement ce que je veux de Serge Savard. Oui, exactement. Je l'ai contacté, là. J'ai essayé de... Ben, j'y ai écrit, là. Il m'a pas réécrit. De toute façon, les écrits restent... oui, mais là, ça c'est... Gars, j'ai pas besoin de plus que ça. C'est sorti aujourd'hui. Écoute, ça a passé à 91.9 avec Jean-Charles. Ah, il l'a lu? Il a été interviewé. Non, il a été interviewé. Ah, excellent, excellent. Fait que c'est récent, là. Fait que c'est d'actualité, ça, là. Aujourd'hui. Ah, tabarouette, c'est fantastique. Tout le monde parle de ça. Ouais. Et on sait une chose, c'est que quand les Nordiques étaient là, les Canadiens étaient forcés de recruter, et puis de faire jouer, puis de développer des Québécois. Oui, parce que... Et puis ils sont partis, ils sont devenus médiocres, puis ils s'en foutent, les Québécois. Parce que, imagine-toi, Daniel, que le Canadien repêche avant les Nordiques. OK, disons en troisième ronde. OK? En troisième ronde, le Canadien repêche avant les Nordiques, puis il repêche un Tchèque. Ouais. Puis là, les Nordiques... Ça va venir! Ben, c'est facile à comprendre, là.
Dans 5 tours, c'est les Nordiques qui choisissent. 5 tours après le Canadien, là. Un Québécois. Ils choisissent un Québécois, puis ce Québécois-là devient un joueur bon joueur important. Je te dis pas une vedette, là. Un joueur important, un joueur qui marque un but, là, pendant un quart de finale, là, où élimine le Canadien, par exemple, durant une série. Oublie ça, le Canadien il peut plus se montrer à la face. Tu comprends? Ben, c'est une part du marché dont on parle. Écoute, moi j'ai mon beau-frère, là, il a son pyjama du Canadien. Ouais. Il me l'a dit, il dit, moi le jour que les Nordiques reviennent, là, c'est sûr que je m'en vais pour les Nordiques. Il y a beaucoup de Québécois. Puis le Canadien, il sait ça, le Canadien. Parce que, écoute, lui, il dit, moi je suis Canadien, je par défaut, tu sais, j'aime ça, là, puis tout ça, mais c'est... Fait que, gars, ils sont pas caves, mais... Écoute, j'ai entendu la semaine passée un commentaire de Régis Labombe, OK? Puis je veux pas insinuer rien, mais ça m'a laissé perplexe. Okay. Régis, tu sais que les Canadiens ils vont jouer 2 matchs au Centre Vidéotron, hein? Ils en ont déjà joué un lundi, là, contre Boston. Il y avait 9000 personnes dans les estrades, OK? Dans un amphithéâtre de 17-19 000, là. La moitié des billets vendus. L'année passée, c'était plein à craquer. OK? Régis Labombe, si je ne me trompe pas, il était présent. Puis il avait fait une affaire, je pense, avec Denis Coderre puis tout, là, tu sais. Bon, il avait fait une grosse affaire avec cet événement-là. Puis cette année, là, j'ai entendu dans un point de presse dire c'est quoi qui se passe lundi? Il a fait exprès, là, c'était un peu baveux. Il dit qu'est-ce qui se passe lundi? C'est-tu les Canadiens qui viennent avec leur équipe B? Dans le sens que, gars, on sent en sac des Canadiens cette année. OK, nous niaise, là. Mais moi, écoute, c'est comme je te dis... Juste, il sait qu'il y a de l'ingérence quelque part. Bon, moi, je veux pas rien insinuer, mais quand un gars réagit de même, est-ce qu'il sait des choses? C'est un politicien. OK, est-ce qu'il sait des choses que là, la Ligue nationale les niaise? Puis peut-être que il sait qu'ils ne reviendront pas. Le dossier est peut-être mort, mais il ne peut pas le dire. OK? Pourtant, la semaine passée, il y a eu un genre de... Il y a comme une station ou un journal sportif qui a demandé à des étoiles s'il était pour que Québec ait une équipe, puis presque tout le monde était d'accord. Non, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu la NHLPA, le syndicat des joueurs, tenait une réunion, puis il y a un journaliste qui a posé la question à tous ces joueurs-là qui sont là, puis ceux qui sont dans le syndicat, c'est des vedettes. C'est des joueurs connus. Puis ça a l'air que le 2/3, le journaliste il a demandé, d'après vous, c'est qui la prochaine équipe d'expansion? Ou celle que vous aimeriez? Ou celle que vous pensez qui va venir, là, tu sais. Puis ça a l'air que le 2/3 des joueurs, ils ont répondu Québec. OK, parce que... c'est un naturel. C'est un naturel. Ils savent que ça serait plein, hein, tu sais. Écoute, je suis sûr que moi, j'ai jamais joué au hockey dans la Ligue nationale, mais jouer un match devant 2600 personnes ou 4800... je sais pas, en Arizona ou ailleurs, là, c'est pas la même partie que la jouer à Montréal, Toronto, Boston, New York et Québec. Ouais. Surtout Québec, surtout un match Québec contre Montréal ou Québec contre Toronto. Écoute, ce serait des matchs fantastiques et la foule embarquerait dans ces matchs-là. La couverture médiatique, les journalistes. Écoute, on aurait du plaisir. Tu sais, t'en souviens le plaisir qu'on avait dans le temps, à part quand les familles se battaient, là. Mais sinon, il y avait vraiment un plaisir à regarder ces matchs-là. Moi, des fois, j'allais à des compétitions au Québec en athlétisme, puis j'allais dans un genre de cage au sport là, dans le temps. Puis j'avais ma casquette du Canadien, puis c'était moderne à faire. C'était toute une soirée. Écoute, tu faisais exprès, là. Non, on faisait exprès, on avait une gang, mais il fallait pas trop, comment dire ça, les taquiner, les écœurer. Si le Canadien gagnait, il fallait pas trop que tu on applaudissait dans le temps, mais on était polis. C'était des supporters polis. Québec dans un bar, tu sais. C'est un petit peu comme la rivalité canadien-Bruins en ce moment. Ça a l'air que, bon, il y a un certain niveau, mais c'est autre chose. C'est complètement différent, là. Mais écoute, quelle équipe le 14 octobre qui vont être là au Centre Bell lors de notre manifestation festive? C'est ça, donc le 14 octobre, à l'avant-match du Canadien contre les Maple Leafs de Toronto. Wow! En passant, c'est un joyeux hasard, OK? Parce que je veux pas que les gens pensent qu'on a fait exprès là, pour aller se mettre devant les partisans des Maple Leafs. Là.
C'est qu'on voulait être là en début de saison. Ouais. C'est le premier samedi OK. que le Canadien a un match. Parce que le match d'ouverture, c'est un mardi, mais on voulait pas faire ça le mardi soir. Il n'y aurait pas eu grand monde. Là. Fait qu'on pense que la fin de semaine, le samedi, il va y avoir plus de gens. Puis ça donne que c'est Toronto. Donc, ça va être une manifestation qui est pacifique et festive. Il va y avoir de la musique. On a déjà les services d'un groupe professionnel de... non, il faut pas que je dise professionnel. Un groupe traditionnel de tam-tam africain. Okay. Donc, ça a l'air que c'est pas pareil comme ce qu'on est habitué de voir, là, par exemple, dans certains groupes de tam-tam plus américains. Là, Okay. Là c'est vraiment du traditionnel africain. Donc, les gens qui sont intéressés par ça, là, ça va être vraiment un beau spectacle. Et donc, on a déjà eux autres. Ensuite de ça, des discours. Des orateurs. Des orateurs qui vont venir pendant 5-10 minutes appuyer notre requête, notre demande à Jeff Molson d'avoir un engagement clair, d'avoir au moins 10 joueurs québécois. Fait que ça va être devant le Centre Bell, on va être dans la rue, on va prendre la rue de façon pacifique, comme tu as dit, Daniel, ça c'est certain. S'il y a quoi que ce soit, nous autres, on s'en va. On n'est pas là pour affronter personne, là. Donc, c'est ça. Puis, on fait ça dans un style de rassemblement dans la rue parce que organiser ça formellement avec la Ville de Montréal, ça coûte trop cher. C'est pas compliqué, là. Ouais. Ça prend des accréditations, ça prend des accords, là, ça finit plus. 90 jours d'avance. Okay. Donc, le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel garanti par la Charte. Donc, c'est gratuit. Donc, on a le droit d'être là, c'est tout à fait légal. La libre expression. La libre expression, le droit de prendre la rue, tout ça. Là, donc, on a tout à fait le droit d'être là. Ah, mais c'est bon. Okay, on invite tout le monde à venir nous encourager. Oui, exactement. Donc, et encourager les Québécois. Écoute, on n'est pas des joueurs de hockey, mais on est fiers d'être Québécois. On aimerait ça qu'il y ait des joueurs de hockey qui jouent au Centre Bell puis qui gagnent des salaires de la Ligue nationale, mais au Centre Bell. Et on espère aussi que les Nordiques reviennent par la bande. Ah, absolument. Pour aider la cause. Et on espère que le Canadien aussi s'implique dans le développement des joueurs, comme ça se passe dans d'autres pays, d'autres clubs professionnels, qui ont des genres d'académies. Regarde l'Impact, ils ont des académies. Canadiens pour avoir une académie aussi. Écoute, nos meilleurs joueurs, nos jeunes joueurs pourraient jouer contre des tournois en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. S'ils sont pas satisfaits avec les joueurs québécois là, de la LHJMQ, là, tu sais, s'ils sont toujours passés ici, passés ça, là, qu'ils développent à leur façon. Tu sais, là, qu'ils mettent l'argent, comme Joey Saputo l'a fait. Puis à ce moment-là, ils vont être contents avec le produit. Mais gars, aux États-Unis, les universités américaines, NCAA, les joueurs de hockey, si je ne me trompe pas, ils jouent en moyenne un match par semaine. Le reste, c'est l'étude et c'est l'entraînement, le développement des habiletés. Tandis que si tu joues 2 à 3 matchs par semaine, c'est une business, tu n'as pas le temps de récupérer, d'étudier puis de développer. La fatigue aussi mentale et physique qui rentre en ligne de compte. Donc, c'est sûr que nos meilleurs joueurs de la Ligue majeure du Québec, souvent, ils sont, selon les experts de hockey canadiens, ils sont surexploités. Et sous-développés au niveau entraînement, développement. Donc, il y a peut-être des solutions. On espère que les Canadiens ils ont de l'argent qui embarquent dans le développement de nos athlètes québécois. Tu sais, on parle d'une ligue de développement, OK? Mais il reste que la Ligue junior majeure du Québec, moi, j'analyse ça, c'est qu'un des gros problèmes, c'est que c'est une entreprise, c'est une business, ils sont là pour faire de l'argent. Donc, tu as carrément un paradoxe. Tu veux développer des joueurs là, au meilleur de leur capacité, puis de l'autre côté, tu as le propriétaire, puis tout ça, qui veut faire des profits, ou en tout cas, veut pas faire de perte. OK? Donc là, c'est comment tu fais ça? Ben, c'est en ayant le plus de matchs possible, puis etc., pour engranger des revenus. Tu sais, il y a quelque chose de complètement paradoxal dans tout ça. Tu sais, fait que quand on rentre le sport dans les écoles, là, tu as vraiment le bien de l'athlète. L'athlète en premier. Et lorsque tu regroupes les meilleurs ensemble, mettons les Québécois, peu importe où ils se trouvent, et que tu les développes, et après ça, tu les amènes à un niveau de compétition supérieur. Ils jouent ensemble. Ils vont jouer contre des meilleurs joueurs. Ça peut être en Russie, ça peut être en Finlande, en Suède, aux États-Unis, dans des grands tournois. Écoute, pas juste une équipe nationale canadienne, parce que souvent, on a juste deux Québécois ou trois dans l'équipe. Là, tu aurais 22. 22 joueurs qui se développent 10, 12 ans, 13, 15, et ainsi de suite. C'est clair. 18.
ainsi de suite. Là, maintenant, tu pourrais développer tes joueurs. Puis là, écoute, si tu peux engager des entraîneurs aussi à temps plein, qui s'occupent d'eux, des Danny Dubé, des Sauvageaux, Daniel Sauvageau de ce monde. Absolument. Ben Il y en a des jeunes qui France poussent. Saint-Louis. Puis eux autres pourraient s'occuper de ces programmes-là, puis les développer, les amener dans des tournois, faire le tour de la planète, pour être sûr que lorsqu'ils arrivent à 18, 19, 20, 21 ans, regarde, je vais vous donner un exemple. Un joueur vedette de la Ligue nationale, un jeune, qui s'est pas développé à travers les ligues canadiennes, OK, et qui s'est pas développé dans les circuits américains, NCAA, nommons-en un qui a brûlé la Ligue l'année passée. Aston Matthews. Exactement, il a joué en Suisse. Oui, exact. Puis il était tout jeune, 16, 17, 18 ans. Un match par semaine. C'est ça. Écoute, regarde, tu l'as l'exemple, exemple, mais il y avait du talent, oui. Ouais. Donc, si tu prends tes 23 meilleurs talentueux au Québec, tu les développes un match par semaine et de temps en temps des tournées de 3 ou 4 semaines quelque part dans le monde. Exact. Écoute, on va en avoir un produit intéressant plus tard. Puis je sais pas si tu es d'accord avec ça, Daniel, tu es un entraîneur professionnel. Là. Et le joueur là, qui est voué à être un joueur professionnel, OK? Peut-être pas de la Ligue nationale, mais un joueur professionnel en Europe ou peu importe, mais peut-être de niveau de la Ligue nationale. Un de ceux-là. T'en as 30, 40 comme ça. Tu sais, là, un joueur qui a le potentiel, OK? Ouais. Peu importe le nombre de matchs qu'il va jouer dans ses années juniors, il va se rendre pareil au bout. S'il est bien entraîné, s'il est bien encadré. Es-tu d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'erreurs dans son parcours. OK. Juste ça, il va. Donc, le meilleur des meilleurs va peut-être passer à travers, mais va-t-il atteindre son plein potentiel? Moi, je parle d'atteindre son plein potentiel. C'est ça, mais c'est-tu le nombre de matchs qui détermine le plein potentiel? Non, c'est ça mon point. C'est pas le nombre de matchs que tu joues, là. Je vais te donner un exemple dans des cultures. J'ai été entraîné en Malaisie entre 95 et 98. On parle de 1900, là. Ouais. Et quand je suis arrivé là, j'ai trouvé ça bizarre, spécial. Il y a une autre culture. Ouais. Eux autres, là, ils ont une compétition importante par mois. 12 mois par année. Quand est-ce que tu peux t'entraîner? C'est pas quasiment pas, parce que tout le temps tu performes. À tous les mois. Okay. Tandis que, prends l'exemple du meilleur coureur de tous les temps. Usain Bolt. Sais-tu combien de compétitions qu'il a fait en salle, Usain Bolt, l'hiver, lui? 0. Il n'en faisait pas de compétition en salle. Pourquoi? Il s'entraînait. Il s'entraînait pour l'été. Puis là, l'été, il en faisait moins que les autres. Puis quand il arrivait pour les Jeux olympiques, là, en 2008, il a battu le record du 100 mètres, le 200 mètres du monde, puis 4 fois 100 mètres. 3 records du monde. L'année après, 2009, à Berlin, même affaire. Il a battu le record du monde du 100 mètres, 200 mètres, puis 4 fois 100. Écoute, lui, il piquait, il performait quand c'était le temps. Donc, qu'est-ce qu'il faisait le reste de l'année, là, comme s'il participait à ces championnats-là? Non, mais il participait à d'autres compétitions, mais pas beaucoup. Compétitions, quelques seulement. Pas quelques. Comme on a vu dans la Diamond League, par exemple. Oui, il est là. Quelques milles du Diamond League. Il en fait pas à tous les semaines. La plupart du temps, il ne gagne pas parce qu'il ne fait pas tout. C'est ça. Parce que s'il a mal au genou, lui, il ne fait pas parce que de toute façon, il avait de l'argent. Il était posé toutes les chances pour gagner sa vie. Mais lui, il se préparait pour le jour J. C'était le 29 août à Pékin. Ouais. À 13h15, c'est là qu'il faut, en finale, il faut que je batte le record du monde. Okay. Ça s'entraînait pour ça. Okay. Donc, nos joueurs de hockey pourraient justement se développer sur un modèle de performance. Je regarde une nation qui ressemble au Québec un peu en termes de population puis de nombre de joueurs de hockey, la Finlande. Puis je pense qu'ils ont beaucoup moins de joueurs de hockey que le Québec en passant. Ils ont gagné Écoute, ils ont gagné un championnat du monde junior il n'y a pas longtemps, puis ils ont même gagné là, à des niveaux seniors, là, certains championnats du monde. Ils performent habituellement. Écoute, en ce moment, sont dans une phase là, où est-ce qu'ils sont vraiment dans le top mondial, ok, les Finlandais. Puis les gens, ils les regardent de plus en plus. Eux autres, en Europe, c'est un match par semaine. Ouais. Tu sais, ils jouent peut-être 40 matchs dans leur saison, là, les joueurs professionnels. 84 ou 83. Exactement. Tu sais, donc... c'est là qu'on voit un bon système de développement. C'est pas une question de nombre de matchs dans la Ligue. Donc, sais-tu combien de temps ça prend de développer un athlète international, atteindre son plein potentiel? C'est 8 à 12 ans. 8 à 12 ans, oui. En moyenne, 10 ans. Donc, écoute, tu développes progressivement. Et ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il gagne, qu'il performe à des bas âges. Ah, exact. On en a eu des grandes vedettes dans la Ligue nationale qui ont fini jeunes. Meilleur exemple, Bobby Orr. 17 ans, il jouait déjà avec des hommes. Il n'y a pas tout fait longtemps, les genoux ont lâché. Exact. Donc, il faut faire attention que nos jeunes les développer tranquillement, puis selon un bon modèle.
L'important, c'est qu'ils atteignent le plein potentiel. C'est surtout ça. Puis de penser à l'après-carrière, puis de penser peut-être aussi à la longévité de la carrière. Quand c'est rendu qu'une carrière moyenne, c'est 3-4 ans, tu commences à te dire, ça commence à être court, là, tu sais. Donc la fenêtre a rétréci, on dirait, de plus en plus sur la carrière des joueurs, puis, c'est inquiétant, tu sais, quand on regarde ça, là. Puis un autre cas c'est sûr que ça, c'est peut-être une anecdote, comment je peux dire, qui est exceptionnelle, là, c'est Laurent Duvernay-Tardif. Écoute, formé à l'université McGill en football, qui est une université qui a gagné peut-être 3 matchs dans ces 5 dernières années. Là, il en a gagné un peu plus là, ces derniers jours, ces dernières semaines. Mais écoute, il a joué là, lui. Il voulait être médecin, évidemment. Là. Donc, il a été repêché par la NFL. Au début, là-bas, à McGill, il n'allait pas de pratique. Il fallait qu'il étudie des fois. Il n'allait quasiment aucune pratique. Ouais, c'est ça. Il fallait qu'il étudie. Il arrivait à la journée du match, puis il mettait sa ligne offensive, puis, tu sais, bon. Il a développé sur le tard. Ouais. Il a commencé à 16 ans, je pense, à jouer au football. C'est sûr que c'est une exception. Non, mais il y avait le corps, un gros bonhomme. Tout, là, il y avait peut-être des habiletés génétiques, de contrôle et de coordination, puis de puissance, mais c'est développé bien. Il y a eu un beau modèle de développement. Et là, il a atteint la Ligue nationale de football. Il y a quel âge à peu près, ce gars-là? 24, 23, à peu près. Mais il n'a pas été brûlé dans les ligues secondaires. C'est ce que j'allais dire. Puis oui, Bantam. Exactement. C'est ce qu'il a dit à Tout le monde en parle, Laurent Duvernay. Il dit, moi, la différence entre les autres joueurs de ligne, dans les tests physiques, quand ils m'ont évalué, puis tout ça, j'avais pas les genoux usés, j'avais pas les épaules disloquées, puis maganées, puis parce que j'ai presque pas joué. Tu sais, c'est con à dire. On parle, dans ce cas-ci, d'un âge d'entraînement. Tu as l'âge biologique, si tu veux, ou l'âge chronologique. Le gars, il a 24 ans. Puis après ça, tu as l'âge d'entraînement, qui peut être 4 ans, 5 ans. Ça, c'est le nombre d'années qu'il s'entraîne. Donc, lui, il avait un âge d'entraînement très, très petit. Donc, lui, il n'était pas, comme tu dis, usé, brûlé. Ah, exact. Surentraîné. Surmené. Donc, ses articulations sont encore en santé. Tandis que l'autre qui a commencé j'en vois des fois à 6 ans, 7 ans. Avec l'équipement de football, ça sort dedans. Non, exactement. Écoute, t'as une minute, là. Donc, exact. Comme tu dis qu'il y a eu 2 morts répertoriés récemment au football. Là, donc, ça, c'est des gars qui ont usé, qui ont mangé des coups. Puis, c'est ça, exactement. Puis, il y en a de plus en plus là, qui ont des conséquences là, au niveau des coups à la tête. Là. Puis, la Ligue de développement de hockey mineur au Québec, ils ont souvent fait rire d'eux autres dans le reste du Canada parce que ils n'ont pas le droit de contact avant Bantam. Puis, même là, je pense qu'ils ont mis ça seulement le Bantam, à partir de Bantam 2 lettres. En tout cas, ils ont... Est-ce qu'il est bien? OK, donc, ils faisaient rire d'eux autres. Vos joueurs, ils peuvent pas se faire de mise en échec avant tel âge, ça n'a pas d'allure, puis ci, puis ça. Puis là, le reste du Canada est en train de suivre. Là. Ils se rendent compte que les joueurs... Exact. Et nos athlètes développent des habiletés de patinage, vitesse feinte, bouger latéral, tourner, ainsi de suite. Ils ont moins peur de se faire taper, ramasser. Donc, habileté de patinage qui est accrue. Donc, très bien. Bien. Puis, ils ont découvert qu'avant Bantam, c'est que tu as des différences de gabarit énormes. Entre des joueurs de 14-15 ans, il y en a qui sont 5 pieds 6, 140 livres, très bons joueurs, mais petits. Puis tu as l'autre qui s'est développé rapidement. Fait que, c'est pour ça que je pense que c'est dans le livre des Outliers, je crois que j'ai lu ça, dénommé Malcolm, je ne sais plus son deuxième nom, là. Mais lui, là, il a fait des recherches avec des équipes de hockey et de soccer en Europe. Puis ils ont découvert que les meilleurs joueurs des équipes nationales juniors, c'était des joueurs nés en janvier, février, mars. Sais-tu pourquoi? Parce que ces jeunes-là, à 10, 12 ans, 11 ans, 13 ans, étaient avancés au niveau maturité physique, étaient plus grands, plus forts que les athlètes qui étaient nés en novembre, décembre, par exemple, ou octobre, novembre, décembre. Donc, lui, les conclusions de ses recherches étaient qu'il devrait, ça je trouve que c'est un bon point, devrait avoir des ligues de hockey, puis de football, puis de baseball, n'importe quoi, des ligues de 3 mois. Donc, tous les janvier, février, mars, je joue ensemble. Les avril, mai, juin, je joue ensemble. Les juillet, août, septembre, ensemble. Et octobre, novembre, décembre, je joue ensemble. Parce que les octobre, novembre, décembre, qui ont 6 pouces de plus petits dans leur équipe de hockey, ils jouent pas. Ils sont tout le temps sur le banc où ils font pas l'équipe. Mais peut-être qu'à 22 ans, ton gars, là,
qui est né en décembre, c'est peut-être un 6 pieds 4 pouces. Ouais. Puis lui, ça serait une vedette plus tard. Mais il n'a pas eu la chance de se développer. Il fait plus l'équipe, il lâche. Donc, lui, il préconise des ligues de 3 mois. Ah, c'est génial. Il faudrait juste faire notre manière de penser, notre culture. Et là, tout le monde pourrait jouer. On donnerait la chance à tout le monde de se développer. Ouais, exactement. Ah, c'est tellement important d'avoir du temps de glace. Puis tout ça, écoute, c'est... Ou l'autre solution, c'est quoi, Daniel? Oui, donc. D'obliger les parents à avoir du sexe 9 mois avant le mois de janvier. C'est quoi? C'est le mois de avril? Ouais, ben, c'est fait qu'il faut que tout le monde fasse des enfants au mois d'avril. Ben puis là, ils vont tous naître au mois de janvier, février. Fait que, OK, bon. Ben, moi, mon fils, souvent, il me l'a reproché, ça. Ah ouais? Il est né le 28 novembre. Oh! Puis quand il sautait à la hauteur, il sautait comme des gars, quand il était jeune, là, des gars de 1,5 pied plus grands. Ah. Il dit, Dan, papa, c'est pourquoi tu m'as fait né le 28 novembre? Regarde! Tu as-tu dit que c'était la faute à sa mère? Ouais, c'est ça. Disons que j'ai dit, écoute, j'ai pas pensé à toi, j'ai fait ça. Pensez à d'autres choses. Écoute, Daniel, avant, on va prendre une petite pause musicale. Je veux juste dire, avant la pause, on a ajouté à notre liste d'orateurs pour notre rassemblement un personnage, je vais dire ça comme ça, parce qu'il est assez connu sur YouTube, je pense, ou sur Facebook. Facebook, je pense. Un YouTuber ou... en tout cas, c'est Dufresne Anderson. Écoute, je l'ai connu aujourd'hui. J'ai envoyé hier. Un Québécois très intéressant qui fait des clips vidéo. Ouais. Et puis, il a parti un mouvement qui s'appelle Move Pack. C'est quoi l'autre mot? Écoute, par cœur, Move Pack quelque chose. Donc, le mouvement pacifique. Move Pack pour mouvement pacifique relié au Québec. Bon. Donc, Dufresne Anderson va faire un discours d'à peu près 10 minutes durant notre rassemblement pour appuyer un peu notre idée là, d'avoir un minimum de 10 joueurs québécois. Lui, il est tout à fait pour ça. Donc, j'ai pas eu plus de détails sur qu'est-ce qu'il va dire. Lui, quelle origine est-il? Écoute, j'imagine qu'il est d'origine haïtienne. Oui, exactement. J'imagine. Oui. C'est un Québécois d'origine haïtienne. Il habite Montréal-Nord, ça, je le sais. Écoute, c'est tellement rafraîchissant. On dit souvent que les Québécois, là, c'est tout le monde qui se dit Québécois. Ben oui. Puis lui, là, écoute, il est aussi patriote que moi. Toi, là, je l'écoute parler, il dit « Wow! Wow! Quelle belle narration! » Il y a comme Falardeau disait, hein, je m'en fous que tu sois bleu, blanc, rouge, picoté bleu. Parce que j'ai hâte de le voir en personne, à la main, puis d'y donner une bonne accolade, parce qu'on a besoin de gars comme lui. Non, là, il est bien très intéressant. Écoute, on le connaît pas plus que ça, là. Oui, exactement. On va apprendre à le connaître, mais il a déjà donné il a déjà montré de l'intérêt là, pour notre rassemblement. Tu peux leur donner son nom pour que les gens le découvrent sur Facebook? Oui, allez le voir sur Facebook. Oui, c'est ça. Facebook, c'est peut-être le meilleur moyen là, de voir ses clips. Donc, c'est Dufresne, comme Diane Dufresne. Là. Anderson. Donc, A-N-D... E-R-S-O-N? Anderson ou Anderson? Anderson avec O-N. O-N, Anderson. Il me semble. Dufresne Anderson. Ouais, si ça marche pas, mettez E-N. Là, mais, c'est O-N. Ouais, vous allez voir. Là, donc, une belle découverte la semaine. Ouais. Un personnage que j'ai découvert la semaine passée, ou il y a une couple de semaines, c'est son nom, c'est Guy George. G-E-Y, espace George. G-E-O-R-G-E. Donc, si jamais ça vous tente d'aller voir sur YouTube, c'est plus sur YouTube, hein. Pas Boy George, mais Guy George. Je vous laisse la surprise de le découvrir, là. C'est un homme de certain âge, mais qui a une connaissance de la politique québécoise incroyable. Et les autres bons YouTubers, on peut parler de Stupid, André Pitre, Stupid, qui est aussi Make Love, MC, espace L-U-V-E. DMS, son réseau, je pense, sur YouTube. Et il y en a une couple comme ça au Québec qu'on découvre en ce moment. Puis c'est intéressant. Écoute, il n'y a pas juste les médias traditionnels de masse où les informations doivent circuler. Il y a aussi maintenant des médias alternatifs où on découvre plein de nouveaux YouTubers, blogueurs. C'est l'avenir, Daniel. C'est l'avenir parce que... Et le présent. Ouais, c'est le présent même. Le présent est en train d'être le nouveau mainstream, si on veut. Ouais, c'est ça. Hein? Donc, Daniel, après la pause, je te réserve un scoop. Je sais que tu adores Jaggi Singh.
Oui. Ah Bon, oui? ben, j'ai hâte de connaître le scoop. j'ai des nouvelles de J'espère que ça va aller dans mon sens que je veux. j'ai des nouvelles de la Ligue de cricket indienne. Good. OK, puis Jaggy, là, je sais pas si c'est un amateur de cricket indien, là, des Indes, là, mais il va peut-être être gêné quand il va voir c'est quel genre de règlement qu'il y a dans cette ligue-là. Excellent. Donc, on revient... C'est le moment pour faire une pause pour vous rappeler. OK, on recommence ça, Daniel. Donc, Nous sommes jeudi le Ouais. 22 septembre, c'est bien ça? 21. 21 septembre. Et comment est le 21 septembre? Et nous sommes à Radio Info Cité pour l'émission Radio Info Sport. Donc, Stéphane, as-tu un sujet à nous proposer pour l'instant? Oui, donc on va finir ça avec la boxe. Il reste 15 minutes à l'émission. Juste avant, je vais te donner ton scoop là, pour Jaggy ouais. Singh, le grand citoyen du monde, Oui, c'est ça. qui est né, je pense, aux Indes. Hein? Il vient du Punjabi, c'est ça? Oui, le grand ami d'Amir Kadir. Vas-y, Oui, continue. c'est ça. Donc, eux autres sont contre les frontières, contre tout, contre... La tout. libre expression. Oui, Pour eux exactement. autres, la violence, c'est de la légitime défense. Donc, Oui. ils ont de droit contre les citoyens du troisième âge. Oui. Pas de problème. Puis continue. Oui, puis c'est des grands, disons, supporters ou sont supportés par Québec solidaire qui sont tout à fait d'accord avec leurs actions et leur façon d'agir. Donc, la violence est parfois utile dans leur tête, assez débile, léger. Ben, c'est bien valeur, c'est pas dans nos valeurs, ça. Continue. Non, exactement. Donc, il y a d'autres façons de passer des messages. Donc, juste un petit crochet à Jaggy, là, c'est que dans la ligue de cricket, donc on sait que le cricket est un des sports nationaux aux Indes, en Inde qu'on dit, aux Indes, en Inde. Donc, j'ai sorti des règlements ici de la Indian Premier League OK. de cricket. OK. OK, donc on sait que ça, ça se joue, ceux qui ne le savent pas, là, avec un bâton, un petit peu comme le baseball, mais un dérivé du baseball, si on veut. Là. OK? Il y a ça, donc, dans la Ligue indienne de cricket, il doit y avoir, regardez ça, là je traduis là, tout de suite en direct, là, donc sur les 11 membres d'une équipe sur le terrain, OK. pas plus de 4 joueurs peuvent être des joueurs étrangers. OK. OK, donc 7 joueurs doivent être des Indiens sur le terrain de cricket. Oui, parce qu'il peut y avoir des OK. bons joueurs, des fois, qui viennent du Bangladesh ou Ouais. du Pakistan ou d'autres pays qui jouent au cricket. Là. Mhm. Oh oui, il y a d'autres pays qui jouent à ça. L'Australie, tous l'Angleterre, les pays du ouais. Commonwealth, un Ouais, peu, c'est là, ça, ça joue exact. pas mal. Les pays anglais, là, qui ont La été Jamaïque. Ouais, tout c'est ça. Ouais, Jamaïcain, L'Australie, joue des très bons tout joueurs. ça. Là, donc, Même Usain Bolt rêvait quand il était jeune de jouer, il a joué au cricket. au ouais. cricket. Ouais. Tu sais, il y a des championnats Jamaïque. mondiaux de cricket. Ouais, Là, puis exactement. les Indes sont... L'Inde est une des puissances. Là. Ouais. Donc, c'était juste un petit clin d'œil à Jaggy, là, Bon, mais pour lui dire que parfois, pour valoriser les jeunes Ouais. qui se développent, on doit mettre des règlements. Parce que Exactement. sinon, on ne choisira jamais des jeunes. On va seulement rentrer des professionnels déjà accomplis, des adultes, puis les jeunes n'auront jamais leur place. Bien oui, Donc, c'est exactement. important pour ça d'avoir des règlements pour mettre un quota de joueurs étrangers dans les équipes. Ça force à ce moment-là les équipes à aller puiser dans la banque de jeunes joueurs qui sont développés dans le pays. Exactement. OK, donc ça, c'était pour le cricket. Ensuite de ça, j'ai aussi sorti des statistiques au niveau de la Ligue de rugby irlandaise. On sait que l'Irlande, c'est un pays. Contrairement à l'Irlande du Nord, ça appartient à la Grande-Bretagne. OK. Mais tu as l'Irlande juste en dessous, qui est un pays indépendant. Et eux autres se sont posés beaucoup de questions justement dans le développement de leurs joueurs de rugby. Et ils ont institué un règlement justement parce qu'ils ont vu qu'au niveau mondial, ils commençaient à décliner sérieusement. Et l'Irlande, je pense qu'il y a comme 3 provinces ou 4 provinces, OK, en Irlande. Donc, le pays est divisé en 4 régions. Et ils ont instauré des règlements
que dans les équipes de la Irish Rugby quelque chose Ligue, là, il devait absolument... Regarde bien ça. Par exemple, à une position en particulier. Moi, je connais pas le rugby, là, mais disons que tu es un joueur qui joue à l'aile, OK, aux extrémités du terrain. Il faut, dans les 4 équipes qui représentent les provinces, là, il faut absolument que 2 des 4 provinces aient des joueurs irlandais à ces positions-là. OK? Donc, on prend la position d'ailier, par exemple. 2 des 4 provinces. Oui, parce que admettons qu'il y a 4 équipes, disons, qui jouent pour la Ligue irlandaise de rugby. Okay? Donc, il y a 2 équipes qui sont pas obligées d'en avoir, ça, tu dis? S'il y a 2 équipes qui ont des étrangers à la position d'ailier, OK? Il faut absolument que les 2 autres équipes aient des joueurs irlandais. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en Coupe du Monde, quand ils se présentaient à la Coupe du Monde, s'il y avait pas d'ailier irlandais qui jouait dans un club professionnel irlandais, là, il se présentait à la Coupe du Monde puis il n'y avait pas d'allié. Il était faible à ce niveau. Il était faible à cette position-là. Ah, c'est bon. Fait que là, ils ont dit, écoutez... Ben, c'est logique, c'est pensé, c'est réfléchi. Exactement. Pour développer leurs joueurs. C'est bon. Fait que... Ça appuie ce que nous dit. C'est exactement ça, la logique derrière notre argument. Que le Canadien de Montréal doit avoir au moins 10 Québécois. Ben ouais. C'est sûr, nous autres, on est pour des équipes nationales du Québec en hockey parce que, pour toutes sortes de raisons, là, on trouve que, premièrement, il y en a seulement 2 ou 3 dans les équipes nationales canadiennes, ce qui est inacceptable. Il devrait au moins en avoir, disons, le 5e ou le quart des 22 joueurs devraient être des Québécois, minimum. Et puis, c'est ça. Donc, on n'a jamais ça. Donc, pour développer et encourager les joueurs québécois, il faut que le Canadien donne l'exemple. Il faut qu'ils soient en tête de liste pour dire qu'ils sont derrière nos joueurs. Puis après ça, en plus de ça, là, le reste de la Ligue nationale, ça va se répercuter dans le reste de la Ligue nationale. C'est que plus le Canadien choisit, les joueurs, après ça, disons que le Canadien est plus intéressé par un des joueurs québécois, il va peut-être se replacer dans une autre équipe, aux États-Unis ou dans le reste du Canada. Donc, c'est ça la logique derrière cette demande-là qu'on a envers l'Organisation des Canadiens. Aussi, une dernière affaire, les directeurs généraux dans la Ligue nationale de hockey, je sais que Robert Sirois a déjà fait des études là-dessus. Sur les... c'est quoi, il y a 31 équipes en ce moment dans la Ligue nationale de hockey? À peu près. Je pense que c'est 15 d'un bord, 16 de l'autre. Une affaire comme ça. Peut-être. OK. Écoute, j'ai regardé ça aujourd'hui, là. Il y a combien de Canadiens qui sont directeurs généraux? Donc, on sait que c'est eux autres qui choisissent les joueurs. Là, Au moins deux. De Canadiens. Des Canadiens. Canadiens. Des Canadiens anglais. Des Canadiens hors des Québec. Québécois, j'en connais 2, mais vas-y. OK. Vois-tu Québécois, il y a Bergevin. Ouais. Puis Tampa Bay, Brisebois. Tampa Bay. Non, c'est Spicerman qui est à Tampa Bay. Non, Avalanche. Il y a un Avalanche, c'est Spicerman, mais Brisebois, il travaillait pour le Canadien. Celui d'Ottawa, là, c'est Dorion ou Douaron, là. Ça, c'est disons, un Canadien français ou un Québécois, là. Je pense qu'il vient d'Ottawa, dans ce coin-là. Mais c'est le directeur général, c'est d'Ottawa, c'est un Québécois, Canadien français, là. Et Brisebois, je te dis. Tampa Bay. Mais, et Bergevin. Je vais leur taper, mais moi, j'en ai... Oui, Brisebois, c'était... travaillé pour Canadien avant, puis il y a eu une offre d'emploi à Tampa Bay. Mais comme directeur général? Oui, c'est lui le patron. Oui. Peut-être en... Alors, regarde c'est ça. peut-être lui le... Vérifie. Ouais, c'est ça va être facile. Je suis sûr que Brisebois, Denis Brisebois, un jeune avocat qui avait travaillé à Montréal pour l'Union, puis les règlements, là, puis un gars qui est très... Check bien ça. J'ai ça ici, là, Wikipédia, là. Donc, Julien Brisebois, je pense, c'est son prénom, pas sûr. Mais... Écoute, il y en a un, là, je pense que c'est le fils de Scotty Bowman. Stan Bowman, il est né à Montréal. OK. Lui est à Chicago. À Chicago, OK. Bon, on va dire que c'est un Canadien, là. Plus qu'un Québécois, là. Donc, sur les 31 équipes, il y a à peu près 28 Canadiens anglais qui sont des directeurs généraux. Ouais. Donc, comme je disais la semaine passée, c'est normal qu'ils choisissent des Canadiens. Ça ressemble. Exactement. Tous ces contacts, tout ça, c'est dans le Canada. Donc, c'est normal qu'il y ait moi qui choisit, je vais dire, un biais favorable.
qui va dire le reste, là. C'est exactement. C'est eux qui décident. Exactement. Bergevin, la majorité de sa vie, il l'a probablement passé à l'extérieur du Québec. Donc, on voit un peu sa mentalité aussi. Mais il vient là, de Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles. Mais il vient de Saint-Henri, Montréal. Oui, Ouais, c'est un Montréalais. Donc, pour les Québécois qui sont directeurs généraux, il y a Bergevin. Et puis l'autre, il n'est pas là, Brisebois, Daniel. C'est Pierre Dorion qui était à Ottawa. Qui Tampa Bay? OK. Tampa Bay, c'est Steve Yzerman. OK, Colorado de bord. Colorado, c'est, tu le connais, Sakic. C'est lui qui a mis... Brisebois, il est rendu où? Il fait quoi? Ben, il est peut-être en charge du recrutement ou quelque chose comme ça. Comme c'est sûr, c'est un DG. Ben, je pourrais le taper. C'est quoi son nom? Mario Brisebois? Non, pas Mario. Julien Brisebois, oui, effectivement. Mais je pense qu'il est plus au niveau du recrutement, Julien Brisebois. Donc, c'est ça qui était là. Fait que, vas-y, Daniel. Bon, OK, on parlait un petit peu de boxe. Il nous reste quoi? 5 minutes, 8 minutes? À peu près? Oui, mais même plus, là, il te reste 3 minutes. Wow, OK, on y va. Premièrement, un grand boxeur est décédé hier, c'est Jack LaMotta. Un grand champion américain, Jack LaMotta, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Il est assistant directeur général. Il est assistant à Steve Yzerman. À Tampa Bay. Oui, à Steve Yzerman. Tampa Bay ou Colorado? Colorado, c'est Sakic. OK, c'est donc, ouais, Julien Brisebois est assistant à Steve Yzerman. Okay, ça explique peut-être pourquoi il choisissait beaucoup de Québécois. Oui, c'est ça. Bon, OK, Jack LaMotta décédé, grand champion de boxe, OK? Ouais. Je sais pas si ça fiche par cœur. Aussi, aujourd'hui, retraite de André Ward. Celui qui a battu Kovalev au dernier grand combat. Puis j'ai eu la chance de parler avec Simon Lavie aujourd'hui. Puis il m'a parlé positivement de André Ward. Il dit que c'est peut-être un des plus grands boxeurs de tous les temps. Livre pour livre, c'était le plus grand avec Mayweather. C'est sûr. Pourquoi qu'on dit l'un des plus grands boxeurs de tous les temps? Premièrement, médaillé d'or olympique en 2004 à Athènes. OK, c'est pas tout. On se souvient que Cassius Clay, Mohamed Ali avait gagné à Rome en 60. Et il n'y avait plus rien à prouver, selon Simon. Il avait gagné les ceintures de la WBC, de la WBO, de la WBA, la IBF et le Ring Magazine. Et il avait gagné la série du Super Six. Il avait battu des gars comme Frost, Durrell, Kessler. Hein, le Super Six, c'était vraiment un gros championnat. Il les a tous battus, lui? Il les a tous battus, il a gagné. OK. Il y avait une fiche de 32 victoires, 0 défaites. Et il avait gagné la WBC Diamant. Ça, là, c'est quand il a battu Kovalev, la réunification de toutes les ceintures. Donc, il a gagné ça. Et on pense à Adonis Stevenson qui a perdu sa chance de rencontrer Ward. On parle d'un contrat, peut-être d'un match de 20, 30, 40 millions qu'Adonis a perdu, vu qu'André Ward a pris sa retraite maintenant. Ah, puis il avait refusé Adonis? Ouais, tu sais, Adonis, il est très compliqué de se battre avec. Mais ce qui arrive en ce moment, c'est que ça change les donnes. OK, je vais vous lire un petit texte. L'annonce de la retraite d'André Ward a bousculé l'ordre des choses chez les Milo hier. Un de ceux qui ont reçu une bonne nouvelle est le Montréalais d'adoption Arthur Beterbiev. Hein, c'est un Tchétchène qui se battra pour le titre vacant d'IBF de la division des 175 livres à son prochain combat. Comme on le sait, Beterbiev, 11 victoires, 0 défaites, 11 victoires par KO en passant, devait se battre dans un combat éliminatoire IBF contre l'Allemand Enrico Quelling le 11 novembre prochain à Fresno, en Californie. Toutefois, l'organisme de sanctions a ordonné hier que ce duel devienne un combat de championnat du monde, quelques heures après que Ward eut tiré sa révérence. Donc, enfin, Beterbiev revient le 11 novembre. Puis c'est pas un combat d'éliminatoire, c'est un combat de championnat du monde. Beterbiev va enfin avoir sa chance. Et là, maintenant, il y a aussi Alvarez qui doit se battre peut-être contre Stevenson bientôt. Mais là, on ne sait pas si Stevenson va aller au combat. Il doit affronter son aspirant obligatoire, Eleider Alvarez, à l'automne. On va souhaiter que les nouvelles ceintures qui sont devenues vacantes hier ne lui donnent pas de porte de sortie pour éviter justement Alvarez. Donc, on espère que le combat va avoir lieu. Et puis, écoute, c'est à peu près les nouvelles que j'avais. Alvarez, c'est un Montréalais aussi d'adoption. Ouais, il est rendu dans les gyms. Il était avec Jim ou non, pas qui, là?
Je pense qu'il était avec, non, il était avec Stéphane. Stéphane, ah oui? Ouais. OK. C'est le fils spirituel Eye of the Tiger. du propriétaire aussi de Costa du Resto Pop, coin du métro. Hein, il reste tout près de là, puis Costa l'a pris sous sa tutelle. Là. Il l'aide beaucoup. Mhm. Et aussi, je voudrais parler de la victoire inattendue hier du 5-3 de l'Impact contre Toronto à Toronto. Oui. Ils sont encore vivants, mais ils sont 3 Ouais. points derrière l'équipe qui est en 6e place. Donc, écoute, je pense qu'il faut que l'équipe qui est en 6e place perde son prochain match, puis que Montréal gagne, Ouais. quelque chose OK. comme ça. OK. Parce que là, en ce moment, ils sont à 7e place. L'équipe en 6e place, c'est le New York Red Bull. OK. Ils sont 3 points en avant. Il faut que Ah, New York ouais. perde et que Montréal OK. gagne. Il reste un match ou il reste combien de Je matchs? sais pas, parce que là, ils sont rendus à... Il y a des équipes rendues à 30 matchs, puis l'Impact sont rendus à 29. Puis New York sont rendus à 28. Donc, selon moi, c'est 30 matchs de la saison, selon moi. Ah oui, OK. Donc, Il reste un match à... un match. Mais Red Bull sont 3 points d'avance. Donc, je sais pas comment est-ce qu'ils vont... C'est ça. c'est parce que Red Bull ont plus de buts pour, je pense, puis ils ont plus de... OK. Red Bull, donc, C'est bon, Daniel. Fait que c'est bon. on va être obligé de couper ce cours Bon, ça marche. cette semaine. Fait que Donc, Oui. nous sommes le jeudi 21 septembre à l'émission Radio Infosport sur radioinfocité.com. Donc, on se revoit la semaine prochaine, même heure, même date, à 19h30. J'étais avec Stéphane Allinger et Michel Cuccioletta, notre invité principal, Oui. lors de l'émission. Donc, à la semaine prochaine, Oui. si Dieu le veut. Et le journal du soir suit avec François Saint-Louis. Manquez pas ça, mesdames et messieurs.